doucement quand même, on va se présenter, tout ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est WebMother et tout? Moi, je vais commencer par expliquer ça très rapidement. Ouais. Donc à la base, c'est Corben et moi qui faisons un podcast. Ça se dit comment on peut dire? C'est un webcast, voilà, webcast. Donc en gros, on est chacun sur notre webcam, on discute. Voilà. C'est tout. Vous avez compris? Et on parle de. Donc WebMother, le concept c'est de. Un peu donc, les dinosaures du web. Donc on revient un petit peu en arrière sur quelque chose dans le web. Des fois ça peut être un truc un peu techno, des fois très techno, des fois beaucoup moins, tout simplement. Et on en parle pendant une heure. De temps en temps on a un invité. Et on nous a proposé ici de le faire en IRL et avec des invités. Donc on en profite évidemment. Donc en invité, on a qui? Alors, salut à tous. Je suis Thomas de Comistrip, qui est un blog BD qui raconte la vie des développeurs. Et donc, pas que des geeks. C'est peut-être presque qu'on peut dire le sous-ensemble des geeks qui sont les développeurs. Si les développeurs sont tous des geeks, ce qui n'est pas forcément le cas. Et ouais, donc on va dire, dans ce cas-là, l'intersection de l'ensemble des geeks et des développeurs, il y a Comistrip. Donc potentiellement. Voilà, c'est donc blog BD. Et globalement, c'est quand même que le BD assez geek chez les développeurs. Voilà, on peut admettre que développeur est plutôt geek. C'est ça. Voilà, donc Thomas. Et à ma gauche, nous avons deux personnes. Ouais. Alors, Je vous laisse vous présenter. alors nous, on est HDP. On organise la New York depuis 16 ans, entre autres choses. Notre but, c'est de rassembler la communauté de hackers et pas que autour d'une bannière de partage de connaissances. Ah ouais, d'accord. En fait, il faut que je sois carrément plus près. Ok, d'accord. Donc, on organise la New York depuis 16 ans. Oui, du hack. Donc, notre objectif à nous, c'est de montrer que les hackers, c'est pas que des méchants russes, c'est aussi des geeks, des gens extrêmement sympas, qui disent des gros mots et qui font plein de trucs cool entre potes. Et on fait ça, donc, entre autres choses, on a commencé dans un cybercafé, et maintenant on vise la Cité des Sciences avec 2000 personnes. Voilà. D'accord, quand tu dis 11, c'est combien de personnes qui font ça? Ça dépend. C'est plutôt selon la police. En logistique, on doit être une trentaine, et puis ensuite en bénévole, on doit être 200. 200 quand même. Non, bénévole, on est une centaine. Centaine. Ouais. C'est comme quand la CGT a fait une manif, en fait, c'est pas les mêmes chiffres entre eux, c'est entre la police et la CGT. Et à organiser et à maintenir le truc, c'est principalement vous deux, c'est ça? Non, c'est les 30 personnes. surtout, c'est un peu prétentieux, surtout moi. La TIA ici présente est quand même très importante au niveau des kids, parce qu'on essaye de fédérer aussi les enfants, parce que ils sont jeunes, je sais. D'ailleurs, je crois. Donc on a un événement effectivement en parallèle qui sensibilise et introduit le hacking auprès de la jeunesse, donc sur un public de 6 à 15 ans. Cool. Et donc toi, tu t'es pas présenté? Du coup, comme Akira dit, je suis une TIR, c'est-à-dire que je suis erreur 418. Et je fais aussi partie de l'association Hackers Voice, donc HZB, et organisateur, entre autres, de la New York. Et Corben, qui es-tu? Que fais-tu? Je me réveille. Donc, Corben, blog Corben.info et une société qui s'appelle Yes We Hack. Voilà. Yes, we hack. Et voilà, c'est ça. On pirate. Non, je sais pas. C'est un hacker. C'est pas filmé? Ah merde, si c'est filmé. Non, pardon. On met en relation en fait des sociétés qui veulent améliorer leur sécurité avec une communauté de hackers et de gentils hackers, comme ce que décrivait Akira, qui trouvent des failles, qui sont récompensés pour les failles trouvées. Voilà. Bienvenue, monsieur Vertichard. J'aime beaucoup. Ouais. Et je vais présenter très rapidement, histoire d'avoir fait le tour. Donc moi c'est Rémi Rebouk et je m'occupe du site dantonchat.com depuis maintenant 13 ans. Et à côté j'ai un groupe qui s'appelle Kitban,
On a joué hier soir. On rejoue à 13h, voilà, quand ça C'était trop bien. C'était trop bien. Bravo. Merci. Et donc, quel est le sujet du jour, mon cher Corben? Alors, de l'IRL, non, du virtuel, du virtuel à l'IRL. Du virtuel à l'IRL. Ouais, je me suis un peu mélangé les Oui, gens. C'est ça. Parce qu'en fait, voilà, on vient tous à la base, enfin, on vient du virtuel, c'est pas vraiment ça, mais donc on a commencé nos projets de manière virtuelle. Et puis aujourd'hui, on se retrouve là en IRL et on a aussi des communautés qu'on retrouve régulièrement. Vous aussi, vous venez voir comment dire, des artistes ou alors des youtubeurs ou alors comme nous ici des informaticiens ou des choses comme ça, vous venez les rencontrer IRL et donc tout ça c'est quand même assez intéressant. Et on s'est dit que ça peut être sympa de retracer un petit peu le parcours, on va dire, de chacun, comment c'est venu. Et Les outils, quand on a utilisé au début, comment c'était avant. Puis voilà, puis après si vous avez des questions ou vous voulez intervenir, n'hésitez pas. voilà, et comment on communique aussi avec notre communauté, comment on la maintient, et tout, et tout. Vous avez compris à votre place le sujet ou pas? Ouais, c'est cool. Moi aussi. De toute façon, ce sera assez vaste. Oui, voilà, c'est Voilà. vaste. Alors les webosers, c'est une discussion, c'est pas trop préparé, j'espère que ça va bien se passer quand même. Et bien sûr, c'est interactif, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou si vous avez envie de prendre la parole pour rajouter quelque chose. Il n'y a pas de souci. Vous regardez le monsieur au chapeau là, vous lui faites signe et il va vous ramener un micro si vous avez envie de parler. Ça marche? Elle ne l'a pas encore, il va l'avoir d'ici peu. En fait, je me rends compte en vous écoutant, les gars, que en fait, moi qui me pensais un vieux de la vieille, en fait, je suis un Benjamin parce que moi, ça fait 6 ans que j'ai lancé Comic Strip. Toi, 13, toi, c'est combien de temps? Moi, le blog, c'est depuis 2004. Ouais, d'accord. Donc, Ça en fait, fait 14 ans. t'es quasiment pas webosor, t'es encore avant. Ouais, moi, je suis web Habib. Ouais, ouais. Et vous, les gars, du coup, c'est quand? Nous, c'est 2000. Donc ça fait au moins 16 ans. Enfin, Ah ouais. j'avais 18 ans. D'accord. Bon, bah, effectivement, bon, bah, dans ce cas-là, T'es le plus jeune, tu vas peut-être pas recommencer. Ouais, parce que c'est un peu. c'est vrai que même peut-être en âge, moi, je suis pas sûr d'être le plus jeune, on va pas dire nos âges, parce qu'on a tous On va avoir des un problèmes. âge. Ça serait un dessin. On a tous un âge, hein, on va dire, indéfini, entre 0 et 100. Voilà, donc, alors, ce qui est intéressant avec Comic Strip, c'est que c'est un blog BD lié au monde du développement. Et alors, ce qui est marrant dans nos secteurs, à nous qui sommes sur des niches, en parlant de communauté, je me suis dit rapidement, je me suis rendu compte que sur une niche comme par exemple les développeurs, eh bien, on n'allait jamais vraiment pouvoir compétiter avec, par exemple, des youtubeurs que je vois ici. J'ai l'impression qu'en une vidéo, ils font plus de vues que moi En un an. Bon, je fais pas des vidéos, moi, mais en fait, et même ne serait-ce que eux, tu peux facilement avoir des millions, faut pas exagérer, mais il y a quelques youtubeurs qui, peut-être ici, qui ont des millions de subscribers, mais nous, on a mis 6 ans à avoir, on va dire, 100 000 abonnés, tu vois, en plus, français et anglais. Donc, certes, on est une niche, mais quand même, je trouve qu'il y a une difficulté qui est différente selon les types de thématiques et la façon dont tu adresses ton public. Là, je parle vraiment dans mon cas blog BD, blog BD codeur. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il y en a qui en une vidéo YouTube en parlant de l'actualité à la con via un youtubeur, va faire plus de vues qu'effectivement dans un an. C'est pas faux, c'est vrai. Et un des points que je pouvais dire par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que de toute façon, selon la niche ou ton sujet, tu peux avoir assez vite ton terrain de jeu, ton marché en quelque sorte, est relativement limité. Je sais pas si vous sentez ça, vous, dans vos. Qui sont peut-être un peu plus généralistes. Hein. Toi, Corben, ou même dans ton chat, c'est plus généraliste quand même. Si tu sens les limites de la communauté. Ouais, je pense qu'il y a un plafond. Après, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment tu l'as constitué cette communauté, comment tu as démarré. Tu devais avoir genre deux de tes potes et 3 perdus qui sont arrivés au début, puis après, comment ça a augmenté en fait. Ouais, alors l'histoire elle est rigolote parce que à la base, on lance un blog BD. Donc le premier jour où tu fais une strip en ligne, tu balances ton contenu, t'as littéralement personne. Donc c'est-à-dire que tu peux avoir. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet-là. Donc à la base, Comic Strip ne s'appelait pas Comic Strip. On avait choisi de s'appeler We Are Coders. Bon,
un nom un petit peu générique, mais au moins on disait c'est clair sur ce qu'on est. Vous êtes des codeurs. Voilà. Et alors on balance le truc et tout. Allez, pour ceux qui ne savaient pas. On balance la sauce en ligne, les strips, et là, rien. Aucun référencement, on balance dans Google We are coder entre guillemets et tout, rien de rien, on se dit c'est vraiment un nom trop générique. Un mois plus tard, on se dit bon, ok les gars, brainstormons, changeons d'idée, trouvons un autre nom pour que ça marche. Donc brainstorm plutôt bienvenu, Comic Strip, je trouve que c'est sympa comme jeu de mots. Donc on balance ça, et là, rien du tout, toujours rien. Alors que c'est un mot unique, tu vois, que personne n'avait fait. C'est pas le nom qui fait. Et alors, et donc on a creusé, et là je me suis rendu compte que Comic Strip, le blog, était hébergé sur un serveur de dev qui bloquait qui avait une règle de blocage des serveurs de Google, tu vois. Alors ça mérite quelques applaudissements, s'il vous plaît. Donc on a pu choisir n'importe quel nom au monde, j'aurais pas été référencé, donc du coup on a enlevé le ban all, enfin l'étoile, machin, user, allo, node, et puis du coup du jour au lendemain on a eu les premiers visiteurs. Donc déjà on est passé premier référencement. Voilà, on est passé de 0 à 10, donc là déjà t'es content. Et la deuxième anecdote rigolote, c'est qu'on a envoyé notre blog en 2012, du coup l'année où on l'a lancé à PC Impact, qui s'appelle maintenant Next Impact. Et on leur a dit, bah tiens, on fait ça, on vous aime bien au passage, si vous voulez bien partager, c'est cool. Et ils les ont mis dans les liens idiots du dimanche, tout à l'heure. Et là on est passé de 10 à 300 en moyenne. Donc c'est quand même un peu grâce à eux qu'on a eu la première petite communauté. Donc voilà un petit peu l'historique de 2012. Je me permets juste une toute petite parenthèse parce que Corben t'a rebondi en disant que le nom c'était pas forcément important et tout ça. Je sais pas, Mais donc là on ne saura pas puisque de toute façon c'était bloqué en termes de référencement. Mais pour info, les gens qui ont fait VDM binaire, quand ils ont voulu faire une version anglaise, ils ont essayé plein de noms avant de trouver F My Life, qui est la version qui a fonctionné. Et c'est vraiment le nom qui a tout changé en fait. Ils ont tenté plusieurs lancements avec un peu de publicité, etc. Machin, et ça n'avait jamais fonctionné, ils ont essayé plein de noms. Et quand ils ont trouvé le bon, ça a décollé tout de suite. Donc je pense que ça joue aussi. Comic Strip, on comprend que c'est du strip, machin et tout, alors que WeAreCoders, c'est peut-être, tu sais pas si ça va être un blog qui parle de news voilà, sur des langages de programmation, quoi, donc ça peut jouer. Voilà, c'est la petite parenthèse. Mais... Et pour rebondir après sur ce que tu dis en termes de voilà, les youtubeurs ou les blogs BD, etc., et le fait que vous ayez une niche finalement en termes de communauté, de gens à qui ça parle, il y a aussi le média qui joue, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est YouTube, si tu arrives à cibler un tout petit peu, à avoir un petit peu de gens, ça peut plus facilement monter qu'un blog qui est hébergé quelque part. C'est quand même plus facile, c'est quand même plus difficile justement de faire parler de son truc qui est hébergé de son côté, réussir à faire du référencement et réussir à faire venir des gens, que d'être sur la plateforme de vidéo la plus vue au monde tous les jours. Après, je pense que dans le cas de Comic Strip, comme c'est de l'image, ce qui est partagé, je pense qu'il y a aussi beaucoup de. Viral aussi, ouais. Ouais, il y a de votre audience qui ne vient pas forcément sur vos sites ou sur vos réseaux, mais qui quand même voit vos œuvres par tout un tas de réseaux, de moyens. Je me permets de raconter une autre anecdote. On est là pour ça. Alors, il y en a une. Si ça vous saoule, vous faites ça. Ouais. Non, mais c'est assez rigolo parce qu'à une époque, d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question le jour où vous lancez un produit éditorial en ligne, que ce soit un blog, un site un petit peu comme DPC ou comme Comic Strip du blog en ligne, enfin de la BD. Donc, nous, on avait pris l'habitude sur les réseaux sociaux de poster un lien vers notre site. C'est-à-dire qu'on voulait à la base quand même préserver une communauté sur notre site web, en se disant les gens vont venir sur notre site web, ils vont commenter sur le site web, ils vont liker depuis le site web, et voire même on va pouvoir monétiser cette audience. C'était un peu le business model de base. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte, bon là, à ce titre-là, on avait un compte Twitter qui avait quoi, 5000 followers, Facebook qui avait genre 5000 followers, 5000 likes. Et puis à un moment donné, je me rends compte qu'il y a un mec qui a programmé un petit script pour publier sur Twitter, un autre compte Twitter, les images directement, et non pas le lien, mais les images directement du blog. Bien joué. Et ce mec avait tout simplement 10 000 followers, 2 fois plus que moi. Donc je me rends compte de ça, du coup je lui envoie un petit mail, je lui dis bienvenue, c'est cool, qu'est-ce qu'on fait maintenant et tout. Et bon, c'était un gars au Brésil, il a dit ouais, je vous kiffe et tout, voilà, je vous file le compte.
Et du coup, je me suis dit quand même, bon, à un moment donné, c'était un peu un wake-up call. Je me suis dit, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le fait que ta communauté, elle n'est pas sur ton site. Elle est partout. Et j'ai admis qu'il fallait arrêter d'essayer de les faire venir chez moi et que j'allais, on va dire, profiter du fait qu'ils soient sur Twitter, sur Facebook ou ailleurs, et que du coup, j'allais poster directement sur les réseaux. Avec la dépendance que ça induit, on sait, hein, c'est pareil pour les youtubeurs qui sont du coup très dépendants de YouTube. Nous, on est à certains égards très dépendants de l'algorithme de Facebook qui nous met en avant ou non. Donc quand Facebook change son algorithme newsfeed, bah, potentiellement tout le monde perd du reach, donc de la portée, ce qui est notre cas à nous aussi. Twitter, c'est un petit peu différent parce que c'est un peu plus direct et c'est moins filtré. Et ça pour dire que potentiellement on a admis ça et on a un petit peu changé, fait évoluer le business model en disant que quand on vend par exemple une strip sponsorisée, une planche avec un parrain, bah, on se dit on ne lui vend pas que de l'audience sur notre site, on lui vend un reach général. Donc c'est pour ça que cette communauté, on se dit à ce moment-là, on admet qu'elle n'est pas que chez nous, et qu'on va la chercher partout ailleurs, même si c'est le fait de la dépendance vis-à-vis des GAFA, comme Google, Amazon, Facebook ou Apple. C'est pas évident de s'en rendre compte, effectivement. Tu fais comment toi du coup Bah, c'est pareil, je m'en suis rendu compte assez tardivement, mais les réseaux sociaux, il faut les utiliser comme ils sont faits, et voilà, faut pas forcer les gens à utiliser autrement ou à les forcer à venir forcément sur le site pour voir les trucs et tout ça. Et oui, ouais, enfin, dès le début, depuis que le site est créé, il y a des gens qui pompent les codes, qui ont refait des sites à eux avec leur pub et tout, et il y a un moment tu peux rien faire. Mais par contre après, sur les réseaux sociaux et tout, oui, tu peux essayer de dire, bah oui, partage, ça fait plaisir, et faut laisser faire quoi, il n'y a pas de... Moi c'est marrant parce que moi j'ai commencé avec la communauté, direct la communauté. Ouais, parce qu'en fait j'écrivais sur j'écrivais sur un forum. C'était quoi Open Fight. Ok. Open Fight, alors ça veut dire fichier ouvert, hein. C'était un des premiers sites qui parlait de BitTorrent, début de Elongué, mais il n'y avait rien à télécharger illégalement, c'était de la technique en fait. C'était les meilleurs protocoles, les meilleurs outils, et plein de trucs comme ça parlait Et moi j'écrivais des news là-dessus sur tout ce qui était piratage au sens contenu culturel, ou voilà. Puis ce qui se passait notamment aux États-Unis avec les condamnations des produits pirates, des chargés, etc. Et ouais, donc en fait, il y avait des gens qui lisaient en fait déjà mes news sur ce forum, qui était un forum qui était quand même assez gros, hein, et en face, il y avait Ratatium qui est en fait maintenant depuis Numérama. Donc on était un peu les deux forums concurrents. Et donc moi après, je me suis barré du forum, et Corben, c'est mon pseudo, c'était mon pseudo sur le forum, et j'ai continué voilà, sur mon site, sur lequel j'avais mis 2-3 outils, j'avais développé, puis ça a continué comme ça. Donc en fait, quand j'ai démarré, j'avais déjà 200 hectares par jour qui venaient en fait, qui m'ont rajouté les bookmarks parce qu'ils me suivaient déjà sur le forum. C'est né sur un forum. Je me souviens de ton programme que tu avais fait pour faire sauter la licence de Windows XP en Ruby. C'était pas lui. Avec un code absolument immonde. C'est filmé, hein. C'est ça. Faut pas balancer les choses comme ça. C'est vieux, c'est archivé. Il y a prescription. Voilà. Et moi je suis dépendant plus Alors moi je suis pas dépendant ni de Twitter, ni de Facebook, ni de YouTube, mais plus de Google hein, finalement. Ouais, l'indexation Google. Ouais, encore c'est moins que certains sites qui ont 80% de leur audience qui vient de Google. C'est-à-dire s'ils sont référencés par Google, ils perdent toute leur audience quasiment. Moi je dois être à 40%, donc si demain Google me le gagne, moi j'ai quand même 60% d'audience, c'est ce qui est pas mal. Moi j'ai cette chance en fait de ne pas être dépendant trop d'une plateforme, même si le coup pourrait faire mal, mais c'est pas ça qui va me démoraliser quand même. Voilà. Et on peut peut-être parler de... Et de votre côté, comment ça s'est concrétisé, créé, et à quel moment il y a des gens qui se sont rajoutés alors que vous ne les connaissiez pas forcément. Comment ça a démarré, ça a grossi. En fait, nous c'est différent parce qu'il ne dépend de rien, et c'est la communauté elle-même qui a fondé le forum où ensuite toutes les âmes se sont agglutinées pour partager des choses. Cette communauté a créé le forum, d'où ça vient finalement Alors au départ c'était juste des potes qui faisaient du hack dans leur coin et qui se sont dit ce serait bien qu'on se matérialise quelque part pour en parler à l'abri des services et d'autres gens sympas. Et ensuite ils se sont dit ouais mais on pourrait être plus, et ça a continué à grossir. D'accord, et est-ce que l'activité aujourd'hui, l'activité web, les forums, les discussions, vous les hébergez encore j'imagine?
Et est-ce que c'est encore une part importante de votre communauté ou maintenant c'est vraiment les événements IRL qui sont les plus importants? Alors, le forum il a été archivé, il est plus rempli. Mais on a insisté pour garder l'événement justement pour rassembler les gens. Et on aimerait bien ouvrir un forum ou quelque chose dans le genre pour que les gens puissent continuer à partager. Évidemment, et les pages Facebook et trucs comme ça, vous les utilisez aussi, mais seulement pour la communication? Exactement, parce que déjà je ne sais pas servir de Facebook. Ça va venir de là. Le Twitter, je suis déjà beaucoup plus actif dessus avec HLD. On l'utilise pour parler de l'actualité de l'année directe avec les news qu'il y a sur le site. Et limite, on organise tous les mois aussi. Et autrement, les communications et les communautés, pour l'instant, c'est un peu tout ce qu'on a. D'accord. D'un point de vue communication, on passe beaucoup par le site, du coup, HLD. Et en termes de référencement, on dépend un peu de Google et on s'est rendu compte au début de cette année que avec des changements d'algo et notamment le stockage de certaines archives chez HSV, on avait perdu de la visibilité chez Google. On voit, ça n'a pas été une grosse perte. Bah non, ça n'a pas été une perte du tout en fait, parce que on sépare le grain de l'ivraie. Sans offense, hein, on est très fort, mais du coup, les aficionados et autres curieux en fait savent le trouver et les autres, malheureusement, passent entre les mains du filet. Ça permet de garder la communauté, de toute façon, elle est toujours là en fait. Toujours que Google vous référence ou pas, là on est déjà à un niveau où c'est bon. C'est ça, parce que là, on n'a pas qualifié ce que c'est qu'une communauté. Donc une communauté, c'est des gens effectivement qui consultent le contenu, mais peut-être aussi qui participent, qui commentent, qui se parlent. Enfin, je sais pas quelle définition pour être une communauté, parce que moi, il y a plein de gens qui passent sur mon site qui sont soit de passage parce qu'ils sont tombés sur un article, soit parce qu'ils lisent une fois de temps en temps, et puis d'autres qui sont plus accrochés, qui vont commenter, qui vont envoyer des mails, qui vont échanger entre eux. Je ne sais pas comment vous définissez votre communauté en tant que tel. Moi, chez Comic Strip, on se rend bien compte qu'il y avait une théorie, ou en tout cas des gens qui avaient écrit un article sur les 1000 premiers fans qui étaient en fait, pour quelqu'un de gens comme nous, qui sont vraiment importants. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vraiment 1000 fans, et ce qu'on appelle des fans, ça va être les gens qui vont acheter n'importe quoi, tout ce que tu mets sur le marché, des goodies, tes livres, ce que tu veux, et qui vont te suivre tout le temps, qui vont venir te voir. Enfin, pour un chanteur, ça peut être quelqu'un qui... Voilà, les 1000 fans qui viennent au concert systématiquement, voilà. Et donc nous, c'est vrai qu'en tant que comic strip, je vois bien que le blog BD, la BD en tant que telle, va fédérer autour d'elle un corps de fans relativement faible, c'est-à-dire vraiment des hardcore fans qui vont être là systématiquement, où ils doivent être quelques centaines à tout casser, qui vont en fait acheter tout ce qu'on fait et qui vont suivre quasiment toutes les strips, et puis même quand on poste pas, vont venir nous demander vous êtes où les gars, tu vois. Là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, tu vois. Mais par ailleurs, cette communauté, je la considère pas réduite à ça, je la considère aussi à ceux qui lisent et qui connaissent. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui lisent, qui reconnaissent et qui lisent, et qui, quand je leur parle de ce qu'on fait, voient ce que je fais et qu'ils reconnaissent les strips, je considère quand même qu'ils sont dans la communauté Comic Strip au sens où ils peuvent interagir en disant oui tiens j'ai vu ta strip, j'ai vu ça, c'était bien, voilà, ils peuvent réagir. Ceux qui passent vraiment en mode, ils ont vu passer dans Twitter un truc, ils ont juste liké, ils savent même pas remettre mon nom ou à peine reconnaître le personnage, on ne peut pas vraiment parler de communauté. Pour moi, je pense que la communauté quand même commence là où les gens te reconnaissent, ils ont ta mémoire minimale sur ton nom, sur tes personnages. L'URL, voilà. Voire même, parce que c'est vrai que la grande majorité de ces gens-là ne vont quand même pas commenter. Parce qu'après, tu as un petit pourcentage des gens qui vont commenter et soumettre des idées. Tu vois. En tant que comic strip, là, donc, on a à peu près 1100 strips en ligne. Donc c'est quand même un certain nombre, c'est-à-dire qu'à chaque fois il y a eu 1100 scénarios qui ont été écrits. Et en fait, on me dit souvent, est-ce que vous avez écrit les tout, est-ce que c'est les gens qui soumettent, est-ce que c'est l'actualité, tout. En réalité, sur les 1100 qui ont été écrits, j'estime qu'il y en a 1050 que j'ai écrit moi-même. Voilà. Et que, en gros, ce que les gens soumettent, c'est assez faible. Tu vois. Et même pendant longtemps, j'ai pas mis en avant un bouton voilà, soumettre une idée. Et je l'ai mis il n'y a pas très longtemps. Je l'ai mis il y a quelques mois. Et j'ai eu
pas tant d'idées que ça. Et je sais que par exemple sur les joies du code, c'est différent. Peut-être certains connaissent les joies du code, qui est en fait un site de GIF. Voilà, un site de GIF animé où en gros tu mets, par exemple, quand mon stagiaire balance du code, et là t'as un GIF débile. Et là, ça tourne là. Voilà, et en fait, lui, il m'a dit que, en gros, lui, il fait quasiment plus rien. Il ne fait que reposter les meilleures idées de ses lecteurs. Parce que c'est moins difficile d'envoyer un GIF avec une bonne baseline que d'écrire un bon scénario. C'est évident. Ouais. Et donc, finalement, voilà, pour conclure cette partie sur cette question, la communauté en tant que telle, je considère que c'est les gens qui connaissent et qui sont pas forcément que ceux qui commentent, mais ceux qui connaissent. Oui, je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il y a une partie de noyau dur, il y a une partie un peu plus large, et après il y a les gens, il y a un peu le rayonnement, on va dire, ceux qui connaissent, qu'on a déjà vu, mais qui ne remettent pas forcément le nom ou ces choses-là, quoi, c'est sûr. Tu voulais toi rajouter un truc sur la partie communauté, non? Non, je me demandais à GZB en fait comment eux considéraient leur communauté. Est-ce que c'était les 30 membres qui venaient un coup de main sérieux? Est-ce que c'était plus large que ça? Alors nous, c'est notre communauté qui nous définit et pas l'inverse. Nous, on est là juste pour donner une base, ensuite, c'est eux qui font tout ce qui est autour. Pour le challenge et tout ça, c'est eux qui les proposent. En partie oui, on fait appel à eux. Aussi pour les talks et les workshops, on est extrêmement dépendant de notre communauté, autrement, ça serait déjà tout peu. Et ce qui est marrant, c'est que nos communautés en fait sont interdépendantes. Souvent, quand les hackers trouvent des technos, on nous propose un bordel. Après, on raconte des bêtises, on prend une émission dans ton chat. Entre deux, on va dire du comic strip pour se défendre et bouger la tête sur des feedbacks. Quand tu dis nos communautés, c'est. Nos communautés à vous, donc la communauté de Corben, le strip. Dans la communauté de l'univers. Est-ce qu'il y en a qui ont des petites questions ou des précisions ou des... N'hésitez pas, hein, c'est interactif. Voilà. Et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Ouais. Moi j'ai oui. Allô? Ah, allô? Oui, donc je disais, la finalité de la communauté, c'est de ramener de plus en plus. Enfin, je comprends qu'il faille un fonds pour faire vivre le site, enfin, au blog, mais la finalité, c'est d'avoir de plus en plus de. Non, en fait, la communauté, en tout cas pour moi, c'est pas une finalité. Moi, je vois pas. Enfin, moi, il n'y a pas de. Je sais pas si moi j'ai une communauté, il y a des gens qui lisent, etc., qui même communiquent sur le forum en soi. Je pense que oui, c'est une communauté, mais c'est pas constitué pour atteindre un objectif qui serait dans quoi que ce soit, enfin voilà, de vendre des trucs, etc. Mais en fait, ça se fait naturellement, c'est-à-dire qu'autour d'un site, d'une personne, d'un outil, même tu prends des outils libres, il y a des communautés qui se constituent autour, et en fait, après cette communauté, elle est vivante, elle interagit avec toi, puis même entre eux, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des points d'ancrage, souvent c'est des forums, hein, mais ça peut être des chats IRC, ça peut être des discussions même sur des pages Facebook, des choses comme ça, mais cette communauté en fait elle s'agglutine autour de quelque chose, de quelqu'un, d'un site, ou voilà, et en fait elle fait sa vie. C'est même tu veux pas de communauté, mais si tu as une présence en ligne, tu vas en avoir une quand même si tu n'en veux pas. Pour ton site, je comprends, mais pour tout à l'heure, pour Comic Strip, le fait d'avoir une meilleure visibilité, c'était pour. Alors en fait, ouais, pour avoir déjà, plus de. C'est une bonne question. Ouais. De revenus c'est clair que la partie communauté, la conscientiser, c'est déjà permettre de l'adresser et de la respecter. C'est-à-dire que quand il y a des gens, si tu réfléchis pas trop, peut-être tu réalises pas forcément qu'il y a des gens qui vont attendre de toi certaines choses, notamment quand tu es un créateur de contenu. C'est-à-dire que clairement, nous, il y a des fois où on n'a pas posté des choses et il y a des gens qui on sentait que ils ne comprenaient pas pourquoi et on aurait dû mieux communiquer. Donc pour nous, déjà réfléchir à la communauté, c'est intéressant aujourd'hui parce que il y a des fois où vraiment on s'est rendu compte qu'on n'a pas été assez bon dans la gestion de la communauté. C'est-à-dire qu'il y a besoin de communiquer, justement, il y a besoin de partager, il y a besoin de voir. Et ensuite la développer. En fait, je trouve quand même que ça dépend des cas ici, tout le monde n'a pas forcément cette vision, mais la développer, il y a quand même pour nous une finalité qui consiste à effectivement
en vivre d'une certaine manière, ça c'est clair. Et puis même, on va dire, réaliser une mission, la mission qu'on s'est posée. Parce qu'effectivement, toute personne qui à un moment donné lance quelque chose, à un moment donné s'investit un petit peu d'une mission, ou en tout cas d'une vision. Et donc à un moment donné, nous on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait avec Holystrip? On a fait quelques strips en ligne. Est-ce qu'au final, on s'arrête là, c'était un petit jeu entre potes et terminé? Ou est-ce qu'on en fait quelque chose de plus long terme, voilà. Et en fait, une des choses qui nous drive maintenant, qui nous motive à continuer de ça, c'est de se dire, on va être une espèce de porte-parole de la communauté. Et de se dire, bah, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant, écoutez, vraiment merci parce que ça me fait marrer au travail, ça relativise mes problèmes du travail et c'est cool. Et vraiment merci, ça arrive régulièrement. Et je me dis, bah, rien que pour ça, voilà, ça vaut le coup d'être un peu ce porte-parole, de diffuser des idées, de diffuser des anecdotes. Bon, à la base, c'est plutôt humoristique, hein, mais ça a un petit peu dépassé ça parce qu'il y a même des gens qui viennent nous voir en disant, bah, grâce à vous, j'ai entendu parler de Docker, des containers, j'ai entendu parler de la programmation fonctionnelle ou que sais-je, bah, du coup j'ai appris ça et ça m'a ouvert un petit peu l'esprit. Donc c'est ça qui nous motive. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce que disait Akira aussi tout à l'heure, c'est que lui disait que c'était la communauté qui les définissait, parce que enfin, voilà, et bah, par exemple toi tu as commencé, tu avais 0 communauté. Est-ce que ça, enfin moi je pourrais parler pour moi, mais est-ce que ça influe après, une fois que la communauté est constituée autour de toi, est-ce que cette communauté elle a une influence sur ce que tu produis? Je pense que je fais l'avance, mais est-ce que quand tu crées quelque chose, est-ce que c'est comme au début quand tu faisais un truc et que tu avais 0 personnes sur ton site et voilà, ou est-ce que tu tiens compte maintenant en fait, bon gré mal gré de cette communauté qui donne son avis, qui t'écrit, qui doit râler parfois? Moi de mon côté, en fait, je reconnais un peu ce qu'il dit et je pense que c'est peut-être un terme un peu fort, mais il y a une certaine responsabilité envers les gens que tu as fédérés. Et c'est-à-dire que moi à la base, dans chat, c'est créé entre potes pour regrouper les conneries qu'on a pu s'écrire. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui se sont rajoutés et qui ont proposé leurs trucs, et ça a grossi. Et donc il y a une communauté qui se crée. Et je crois que justement là, pour le coup, c'est vraiment la communauté qui est au centre. Même si elle ne discute pas forcément entre elles et tout, c'est le fait que les gens se rassemblent, partagent dessus dans le seul but de se parler. Et il y a un moment où tu te dis, bah oui, je suis obligé de poster quand même des trucs régulièrement, des trucs régulièrement parce que eux ils proposent, ils sont très contents de lire, de proposer, de rigoler et tout ça. Et donc tu as ce. Oh là, non, c'est bon, j'ai cru que c'était allé trop vite. Donc tu as peut-être un peu une certaine responsabilité de te dire qu'il faut entretenir le truc, etc. Alors il n'y a pas un but d'essayer forcément de grossir, d'objectifs derrière, mais. Pardon? De gouverner le monde, voilà. Mais t'as forcément envie qu'il y ait de plus en plus de gens parce que plus il y a de gens, plus il y a de propositions, plus il y a de trucs drôles, plus il y a un engouement et on se marre tout simplement. Oui, c'est ça, c'est qu'une communauté, au final, c'est des gens qui partagent des valeurs et des intérêts qui nous sont communs. Et voir ces intérêts propres, qui nous sont personnels, toucher de plus en plus de monde, on a envie que ça s'étende, on a envie que ça se répande au travers de tout l'Internet et ensuite de proposer des outils, que ce soit IRL ou virtuels, qui fédèrent davantage et donnent de la visibilité à nos intérêts, à ce que l'on aime. Et quand tu dis valeur, je pense que c'est un mot qui est très pertinent parce que, par exemple, je vais partager un truc dans ton chat sur Facebook, tu as les commentaires, etc. Et puis là, toutes les valeurs que tu as envie de transmettre, donc moi, c'est simplement se marrer dans la joie, dans la bonne humeur, tout simplement. Et dès qu'il y a des trucs discriminants, etc., voilà, toi aussi, tu as la responsabilité d'encadrer toutes ces valeurs et de faire en sorte que ça corresponde à ce que toi tu as envie de refléter, quoi. Et donc la communauté elle se regroupe autour de ça. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. En proposant un point de rendez-vous en fait à ces gens qui partagent nos intérêts, on devient d'une certaine façon une représentation à la vue des autres de cette communauté. C'est ça, tu t'en fais une image un peu abstraite de ta communauté, mais après, moi je suis pas, enfin je m'en vois pas forcément sur tous les trucs, hein, mais moi, ouais c'est ça, ouais. Non mais moi en fait le concept il est assez simple, hein, je poste mes trucs, et après effectivement des fois il y a un peu de friction avec des gens, voilà ça fait pas tout le monde, voilà. Et
Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est quelqu'un, voilà, c'est juste une personne, ou est-ce que c'est vraiment toute la communauté qui apprécie pas ce que je viens de poster. Donc là, bon, on le mesure assez vite, hein, si vous avez une grosse communauté, vous allez recevoir beaucoup de mails, etc. Et après, la question qui se pose, c'est au prochain post, au prochain truc que vous allez produire, est-ce que vous allez faire attention à ça? Est-ce que vous allez faire du contenu qui donc va plaire à la communauté, au risque même de vous trahir, entre guillemets, de ne pas faire du contenu que vous avez envie de produire? Moi, je sais que cette histoire-là à la Spider-Man, grande responsabilité, grand pouvoir, grande responsabilité, on me le sort à chaque fois que tu postes une connerie en disant mais tu te rends compte, tu parles de ça, les gens vont faire n'importe quoi, ça va être l'anarchie, la destruction du monde, etc. Et moi je m'en fous, les gens se démerdent, moi je poste un truc, ça leur plaît, ça leur plaît pas, après ils sont adultes, ils font leur truc, et j'ai toujours refusé ce côté je suis responsable, alors je dis pas aux gens d'aller se suicider ou ce genre de truc, hein, donc c'est pas l'idée, mais j'ai toujours refusé ce côté de prendre des responsabilités pour les actes d'une communauté qui pourrait faire n'importe quoi avec un truc que je leur aurais proposé. Alors, bien sûr, je mets toujours un peu les précautions d'usage, on va dire, pour certains trucs, mais je refuse, moi, d'endosser ce rôle de responsable de communauté. Je pense qu'il faut savoir écouter la communauté, mais sans se trahir, quoi. C'est ça qui C'est ça, ouais. Oui, il faut l'écouter, il faut écouter les critiques, parce qu'on fait des conneries, hein, forcément, on fait des bêtises, ça arrive toujours, mais faut l'écouter, mais en même temps, des fois, il y a quand même des casse-couilles, il y a quand même des gens qui veulent, en fait, qui ont une vision, en fait, partielle, erronée, ou tout simplement ancienne de ce qu'on produit, de ce qu'on fait depuis des années. Donc, et un jour, quand on sort un peu de ce cadre, ça leur va plus du tout et c'est la fin du monde. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on évolue en fait. En tant qu'être humain, on évolue, les contenus évoluent, ce qu'on produit évolue, on n'a plus les mêmes envies qu'au début, etc. Et il faut que la communauté elle puisse évoluer en fait. Et ça se fait pas toujours en douceur, c'est-à-dire qu'il y a toujours des points de friction, ça va gueuler un peu, mais il faut pas hésiter à. C'était mieux avant. C'est toujours, ouais, c'était mieux avant, t'as changé, ce genre de conneries, mais il faut pas hésiter. En fait, il faut pas se laisser enfermer par sa communauté, il faut pas se laisser manipuler, maîtriser, contrôler par sa communauté. Il faut continuer à faire ce qu'on fait parce qu'on y croit, etc. Et tant pis si ça ne plaît pas, de toute façon, même si une partie de la communauté se braque, ce ne sera jamais 100%, parce qu'il y a quand même des gens intelligents qui réfléchissent et qui comprennent et qui ne sont pas d'accord avec tout ce que tu postes, tout ce qu'on crée, ils apprécient quand même le reste du temps les autres trucs. Et puis cette communauté, elle se renouvelle, elle change, il faut qu'elle puisse grandir en même temps que nous et changer en même temps que nous en fait. Ouais. Et ça c'est pas simple parce que si on se laisse, on va dire, enfermer dans un cadre ou enfermer dans une image, que la communauté nous renvoie, après, en fait, on perd goût un peu à ce qu'on fait. Après, la question au départ, je crois que c'était c'est quoi la finalité de ta communauté? Et pour nous, à GNV, donc c'est pas faire masse de pub, mais c'est de fédérer des gens autour des idéaux communs, donc démystifier le hacking. Et là, tous ici, là, vous êtes tous des hackers. Là, c'est. Je vais prendre comme exemple, parce que je suis bénévole au Geekerisme, j'ai vu une des personnes du staff qui a utilisé un pneu pour se faire une armure, enfin une partie d'armure. Et ça, c'est un hack. C'est de la limite détourné. Exactement. Et en partant de là, en fait, c'est pas que l'aspect technique de la chose, c'est juste un état d'esprit. Et c'est là en fait que ça prend son importance d'avoir une communauté pour partager et s'échanger des connaissances. Est-ce que la réponse était assez longue? Moi j'aimerais bien rebondir un petit peu sur 2-3 anecdotes, parce que j'en ai quelques-unes d'autres dans mon sac, notamment sur comment réagir face à une communauté qui se met en porte-à-faux par rapport à toi, ou en tout cas il y a des gens qui te critiquent ou qui veulent te faire changer. J'ai 2-3 cas qui m'ont touché, plus ou moins. Alors le premier cas, c'est le cas où il y a un développeur Flash, pour ceux qui voient à peu près ce que c'est le Flash. C'est une vieille techno. Et donc j'avais bâché le Flash sur une des scripts qui est tout à fait pertinente et drôle, bien sûr. Et là le mec, donc j'apprends à la fin de son mail qu'il est responsable de développement Flash chez Lagardère, enfin voilà, on va dire assez haut, et puis en gros vraiment responsable d'un gros truc en Flash. Et il m'envoie vraiment un mail incendiaire en disant voilà, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, la techno Flash elle est encore très vivante, tu es en train de casser des trucs, nous on se déchire à faire vivre le truc, à maintenir le truc, donc et puis d'ailleurs ne me réponds pas, je n'ai rien à ce que.
Et donc, je n'avais pas répondu, j'avais juste mis ça, j'avais repris le contexte, je l'avais mis en forme de strip pour un petit peu. Il n'a pas répondu, mais. Non, j'ai répondu. Pour plaisir de l'assassiner. En fait, et du coup, là, je me suis dit, bon, là, je trouvais quand même que c'était assez illégitime parce que, voilà. Il y a eu un autre cas où c'était un petit peu plus légitime, où. Enfin, non, même pas. C'est pas le deuxième cas, pour nous, français, c'est pas très légitime, j'explique. J'avais décidé de faire une strip à l'occasion d'une actualité sur la science où on voyait l'origine du monde qui venait potentiellement d'une comète et tout avec des acides aminés ou que sais-je. Et là je dessine quoi? Enfin, on dessine le fait qu'il y a un rabbin, un catho et puis un musulman qui se parlent. En gros, c'est quoi l'origine du monde? Et puis ils sont tous écrasés par une comète. Voilà. Et en fait là, les ricains, ils l'ont très mal pris. Tu vois, j'ai eu des commentaires du genre stick to code joke, ok, restez sur les blagues de code. Tu vois. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, tiens, finalement, il y a des sujets sur lesquels on va forcément attirer des gens qui, voilà, tant qu'on est dans consensuel sur les blagues de code, et que même, à rigueur, même celles qui font pas trop problème avec le flash, on dit ok. Dès qu'on sort un peu de ça, dès qu'on s'autorise des blagues du cul, des blagues de religion ou autre, on va se faire bâcher par une partie des gens. Et ça, je peux pas dire que ça m'a pas influencé. Moi, quand même, là, la communauté m'a un petit peu influencé. C'est que des fois, je me suis dit, bon, allez, dans le l'avion pas, celle-là, parce que ça va faire un peu parler. Et c'est vrai qu'il y a un côté pas très bien. Et il y a un dernier cas où tu vas me dire, peut-être que là, j'ai quand même bien fait d'évoluer. C'est que quand j'ai monté Comic Strip, on était dans un bureau, il y avait 6 développeurs. Et sur les 6 développeurs, il y avait 6 mecs. Et donc, dans Comic Strip, je fais que des garçons. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui écrit un article en disant, bah disons que les gars chez Comic Strip, vous êtes sexistes, vous êtes, regardez, il n'y a pas de filles chez vous et quand vous en faites, c'est la petite copine. De fait, un mec qui est développeur, forcément, il peut avoir une petite copine. Bon, elle n'est pas développeur, ça veut pas dire qu'elle est idiote, c'est juste qu'elle c'est une fille. Voilà. Et donc là, c'est vrai que j'ai réalisé qu'il y a peut-être potentiellement quelque chose qu'on pouvait corriger à voir. Donc, parce que c'est vrai que pour la question d'inclusion, pour que nous, on a quand même, justement, on dit, on est porte-parole un peu porte-étendard à certains égards, c'est quand même pas assez déconnant de corriger un peu le tir. Et donc, c'est pour ça que j'ai intégré un nouveau personnage, une développeuse fille, qu'on ferait intervenir régulièrement. Mais intuitivement, moi, j'avais aucune fille développeur autour de moi, donc forcément, j'ai pas eu le réflexe de mettre des filles. Ça, c'est différent, c'est pas de la censure par rapport à ta communauté, c'est juste de prendre en compte le vrai monde dans lequel tu es. Oui, mais c'est quand même une remarque qui est venue. J'aurais pas fait d'autres remarques. J'aurais pas fait. Et donc, c'est vrai que globalement, quand même, des fois, je me censure, bon, mais bon, parce que je considère que c'est les règles un peu du jeu de la communauté. J'écris pas pour moi, j'écris d'abord pour les autres. Et donc, c'est quand même ma démarche. Tu vois, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Donc, fuck them. C'est ça. Si on essaie de raccrocher un peu les wagons, du coup, à quel moment on passe de la communauté virtuelle à la communauté IRL, comme là on se retrouve devant vous à discuter. Vous aussi, peut-être, à quel moment vous vous êtes dit, ça peut être intéressant de voir tel gérant de tel site ou tel truc en vrai. Je pense que ça, c'est une question intéressante quand même, non? Oui. Ouais, c'est une super question. Tu veux entamer? Vous voulez peut-être entamer? Ouais. Bon, d'accord. Vous parlez pas trop alors. Bon. Donc, comme je disais au début, avec WebOzor, nous on a commencé avec 20 personnes dans un cybercafé. Parce que oui, bon, maintenant, est-ce qu'il y en a qui savent pas ce que c'est un cybercafé ici? Levez la main ceux qui n'ont jamais été Dénoncez-vous, c'est pas grave, ça Ceux qui n'ont jamais été dans un cybercafé. Petite main. Ah ouais. Ah là, voilà, pour dire. Il n'y a pas de souci, il y a 3, 4, 5. Alors, dans les Un cybercafé, définition de cybercafé. Voilà, donc il y a café et il y a cyber. Donc dans les temps jadis, il y a un peu moins de 20 ans maintenant, enfin, à l'époque où ça a commencé, tu pouvais aller dans un endroit public où tu payais ta connexion à l'heure. Donc c'était c'était des gens en euros, c'était 1 euro, 1,50 €. Et t'avais, ouais. Et t'avais ta connexion internet, et tu te les rushais parce que personnellement j'allais déjà sur certains forums pour voir ce qui se faisait, ce qui se disait. Et donc pour HDMD, c'est des potes qui se sont rassemblés autour de ça. Donc en fait ça s'est fait assez naturellement du forum au cybercafé qui est en fait juste une extension du forum. C'est la matérialisation.
Et ensuite, ils se sont dit, ouais, bon, après le cybercafé, c'est un peu petit pour 300 personnes. Donc, on a cherché plus grand, on a trouvé une grange. Bon, c'était un peu galère pour tirer du courant, donc ça, on a réussi. Après, on a eu une péniche, donc quand même confirmera. Ça fait un peu peur parce que autant de PC sur un bateau, c'est un peu risqué. Et là, notre plus gros rack, ça a été d'installer un Nvidia à Disney. Ouais, c'est sympa. Pour rebondir sur la partie communauté et le lien avec IRL, donc la réalité, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on ne publie que sur le web, potentiellement, les gens ne se rendent pas compte qu'il y a peut-être des humains derrière, ou alors c'est très flou, et qu'en fait, c'est comme le cloud, c'est un peu flou, en fait, le cloud, c'est l'ordinateur d'un autre, hein, donc c'est trop dit. Et c'est intéressant de voir que quand il y a des humains qui se rendent compte qu'ils lisent des choses qui sont écrites par d'autres humains, ils deviennent beaucoup plus sympathiques potentiellement et leur rapport il est beaucoup plus humain du coup. Et c'est vrai que c'est un intérêt aussi de se voir, justement d'échanger IRL à un moment donné, c'est de se rendre compte que même si à un moment donné tu n'es pas d'accord, tu as pu tracher le truc, en fait on sait bien que dans la vraie vie ce sera pas aussi violent. Donc je vais pas partir sur les trolls et compagnie. D'ailleurs globalement on n'en a pas trop nous sur notre communauté, ça va, on n'est pas trop trollés, les gens ils viennent pas trop identifier. Mais c'est l'intérêt quand même d'avoir voilà, un rapport IRL avec les gens. Et souvent, moi ce qui est marrant aussi, c'est comme nous on fait en anglais et en français, c'est pas rare que les gens viennent me voir et me disent ah bon, vous êtes français? Je pensais que c'était des Américains qui faisaient ça. Et en fait, non, c'est vrai que ils se sont même pas posé la question en fait. Ils sont même pas ils peuvent se poser la question, je vais parler dans ton chat ou d'autres en fait. Se dire c'est une équipe floue, c'est comme l'open source, il y a plein de gens quelque part qui s'en occupent alors qu'au final il y a peut-être un ou deux mecs finalement qui peut-être le logiciel quoi. Et clairement, avant de rencontrer justement des gens grâce aux Geekferries et ce genre de conventions et tout, pas mal de gens pensaient que c'était une boîte derrière, sans savoir qui, combien, tout ça. Ou inversement, que c'était un peu autogéré automatiquement, sans savoir vraiment comment ça se passait. Pour ça, j'essaye un peu de montrer qu'il n'y a qu'une personne derrière et qu'on peut discuter, il n'y a pas de souci. On peut envoyer des mecs, prévenir s'il y a un souci, s'il y a des idées, des trucs et tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir des rapports IRL avec la communauté que cette réalisation-là. Ouais. Toi, Corben, c'est différent parce que c'est ton nom, on sait que tu es une personne. Ouais, en plus, il y a ta photo en bannière. Ouais, certains m'écrivent encore en disant bonjour à toute l'équipe. Voilà, c'est pas grave. Mais non, moi, ça s'est fait pas exactement comme ça. En fait, moi, c'était plutôt. Enfin, j'étais chez moi depuis longtemps. Je ne sortais pas, j'avais déjà mon site quand je connaissais personne. Et en arrivant en région parisienne, j'ai commencé à côtoyer en fait d'autres gens qui faisaient comme moi. Voilà, d'autres blogueurs, d'autres gens qui faisaient Internet. Donc c'est sympa de voir, moi aussi en tant que lecteur en fait, de leur site, de rencontrer des gens qui faisaient leur site, mais c'était pas des lecteurs de mon site, donc ça s'est fait comme ça. Et puis une fois j'ai fait un truc dans un bar, bon toi je sais que tu fais ça régulièrement, dès que tu as une occasion, un anniversaire, je prends des ans de crèmeria, une bar mitzvah ou tu rases la moustache, tu t'invites tout le monde. Moi je l'ai dû le faire une ou deux fois dans ma vie, c'est marrant parce qu'en fait bon, c'est beaucoup d'informaticiens, de développeurs, etc. Alors au début c'est un peu bizarre, on discute, mais comme eux connaissent tout, ce que je raconte de moi, de plein de choses, voilà, ils me posent des questions parfois un peu perso, etc. Donc moi je réponds, mais moi je sais rien d'eux, je sais pas, on discute, hein, mais il y a tout ce côté, alors c'est beaucoup de mecs aussi, effectivement, donc, on parle de trucs de dev, de Linux, de machin, c'est des conversations un peu comme ça qu'on va pas parler de philosophie de la vie, voilà, c'est marrant. Comment? Oui, on pourrait. Et puis ensuite, après dans des événements un peu comme les Geekferries, là c'est bizarre un peu aussi, parce que c'est des gens qui viennent me voir, qui me disent mais non, je sais rien, en fait, qui font partie de cette communauté encore un peu floue, donc c'est marrant de voir différents profils des personnes, et comme ça permet d'ancrer en fait la vision que j'ai de la communauté sur des visages, sur des personnes de manière un peu plus précise. Mais moi j'ai rencontré des gamins, je sais pas, qui avaient 12 ans qui lisaient, d'autres qui avaient 20 ans et qui me disent ça fait 12 ans que je te lis, et puis mais t'as quel âge? J'ai 20 ans, j'ai commencé
9 ans, 10 ans, etc. Donc c'est rigolo, il me dit je te lis depuis que je suis tout petit et le mec il est en train de monter sa start-up par exemple, donc je me dis mais t'as quel âge? Donc je me rends compte en fait du truc, puis des fois il y a des papilles aussi, des papilles, des mamies qui sont un peu libristes, qui bidouillent pendant la retraite, enfin c'est très mélangé, c'est très comme ça. Donc c'est sympa, mais j'ai pas ce rapport on va dire avec la communauté dans le sens où, enfin pas comme pourrait y avoir des artistes par exemple, qui ont des fans, ou ils vont vendre leur CD, ça m'est déjà arrivé de signer des autographes, le premier c'était chelou. Hein. Je m'y attendais pas, j'étais justement d'une conférence web, les mecs faisaient des presses, etc. Je sais même pas si j'ai fait une presse, je me souviens plus. Puis à la fin, il y a un mec qui vient me voir, donc je discute, et puis il voulait juste signer un autographe, mais j'avais jamais signé un truc avec Corben. Moi je signe mes chèques. Mais c'est tout quoi, donc bah, voilà, je l'ai fait, ça a pas fait mal, hein, mais c'était marrant. Donc je vais voir, enfin, cette relation fan, je l'ai pas trop en fait avec les gens. Un jour, il y a un mec qui chialait aussi, c'était bizarre. Et il va voir, c'était une conf Microsoft, je m'en souviens bien, et le gars, il vient me voir, il dit vous êtes Corneille, il tremblait. C'est sûr que c'est pas à cause de la conf Microsoft? Non, ça aurait pu, mais j'étais trop mal en fait, j'étais super mal. Je le prends par les peaux et je dis non, mais ça va, respire. Tu veux qu'on fasse un selfie, ça va aller, c'est bien. Il avait les larmes aux yeux et tout, il était super émotif. Bon voilà, c'est un peu bizarre, mais bon, sinon ça va, ça se passe plutôt bien. Mais ça, c'est des anecdotes aussi assez marrantes. Mais globalement, voilà, c'est des gens comme vous, moi, n'importe qui. C'est des gens normaux, mais je veux dire, moi en tout cas, je suis pas comme mes copains youtubeurs, par exemple, quelqu'un qui voit Bruce, les mecs se touchent les tétons, quoi. Moi, c'est pas ça. Moi, les gens qui viennent me voir, ils sont pas en train de, à part ce mec qui pleurait, mais ils sont pas en train de, voilà, comme une relation de star, de fan. T'es fan de Bruce, c'est ça? D'accord. Il n'y a pas cette relation, voilà, comme je sais pas, fan d'artistes, voilà, où ça va déclencher des furies pas possibles, où les mecs vont avoir un service de sécurité, ou je sais pas, ou en tout cas être emmerdé en fait par les fans. C'est peut-être parce que t'es grand et imposant qu'on t'emmerde pas. Non, je pense que c'est juste qu'on n'a pas la même audience, tu vois, je suis pas assez grand public, ou j'ai pas assez de monde pour que ce soit le bordel. Tu prends des mecs comme des gros youtubeurs, je pense à des mecs comme Cyprien, etc., ou d'autres, j'ai vu un super reportage sur Netflix, je j'aurais pu vous le dire, mais c'était des youtubeurs américains, des espèces de concerts, et c'est la folie, c'est un truc de malade, parce que c'est des gamins, mais ils sont harcelés, etc. Ouais, c'est ça, c'est les États-Unis, mais ouais, je pense qu'en France, il y a un peu les mêmes. Moi, ça m'est déjà arrivé. Souvent, c'est des mecs qui me prennent en photo un peu de loin comme ça. Donc, je leur dis, bah viens, on va se faire une vraie photo. Ça m'est déjà arrivé aussi au resto. J'étais avec ma chérie, on mangeait. Je regarde Twitter. C'est pas bien. Je regarde Twitter, puis là, je vois une photo de moi, elle. Et le mec était là-bas, donc j'étais mort. Je lui ai dit, t'effaces la photo, s'il te plaît. Mais ça arrive, mais bon, c'est pas. Donc, il y a ce côté, en fait, après de rencontrer IRL, je vais y arriver. Qui est bizarre parce qu'en fait il y a un décalage en fait entre nous, l'image qu'on a de nous, de ce qu'on fait, qui est assez artisanal, qui est voilà, on est cool, on discute par mail, on se tutoie, etc. Et puis des gens en fait qui nous ont un peu idéalisés, ou qui voilà, c'est un peu flou pour eux, ou qui nous lisent tous les jours, enfin ils sont fans entre guillemets, mais enfin, ça reste raisonnable, hein, mais ils sont intimidés en fait en nous voyant, et du coup il y a un peu de décalage. Je sais pas si pour vous ça fait la même chose. Mais moi, ça me gêne toujours un peu en fait. Bah, vous, c'est sûr que non, parce qu'à la base, c'est vraiment la communauté, c'est quasiment tout le monde sur. Enfin, c'est horizontal, quoi. Oui, complètement. Ouais, c'est ça, c'est généralement, on a des gens qui recherchent sur Google comment hacker le compte Facebook de ma de mon ex, qui tombent sur ce genre de communauté qui parle de failles CSS, et puis ils nous joignent sur soit un forum, soit un IRC, en mode tu pourrais pas me déverrouiller un compte Facebook. Généralement, on leur dit on a un rassemblement en début de mois, viens prendre une bière et puis on va parler un petit peu technique. Moi j'ai des trucs comme ça, des femmes en couleur au téléphone des personnes qui voulaient que je hack le compte Facebook de leurs enfants parce qu'ils faisaient des trucs chelous, alors la boîte mail de leur mari parce qu'elle était persuadée qu'elle le trompait, et ça. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent en les escroquant, mais je l'ai pas fait. Pour revenir à la connexion IRL, il y a quelque chose que nous on fait. On ne fait pas justement, comme tu disais, vraiment des rencontres régulières
c'est presque un corps, je ne pas quand même. Dans des concerts à Humouk. Ouais, bah c'est vrai, on va faire des apéros tous les deux. Dans ce qu'on fait, ce qu'on a fait. C'est pas si régulier. Ce qu'on a fait pour un petit peu, quelque part, impliquer la communauté et se confronter à elle, à ce qu'on regarde, c'est le crowdfunding. Et c'est pas vraiment IRL, mais je voulais en parler un petit peu quand même parce que je trouve que c'est le moment un petit peu où tu la testes ta communauté en réalité. C'est qu'effectivement quand tu commences déjà à vouloir justement sortir de l'argent, on parlait un petit peu tout à l'heure, ou acheter quelque chose, en tout cas participer un peu plus activement, là tu vois la différence entre 100 000 followers et X personnes qui vont... Tu disais les noyautures, Voilà, c'est là que tu peux et donc ça c'est un truc qu'on a fait 2 fois, qu'on fera encore. Donc ça permet de voir aussi vraiment comment ça évolue, comment le rapport vraiment à la notoriété évolue. Et c'est vrai que nous on a fait une première session sur Ulule, fin 2013, on avait vendu 600 bouquins, donc on avait imprimé 1500, mais on avait vendu 600. Et la deuxième, 3 ans plus tard, on a vendu entre 5 et 6 000, donc on a quand même fait x10. Donc cette fois-ci, la moitié français, la moitié anglais. Ça nous a permis de voir un petit peu. Et par contre, là, je sais très bien que si j'en fais une à la fin de l'année, comme c'est prévu, je ne vais pas faire un gros multiple, ça va être pas beaucoup plus ou dans le même ordre, parce que je vois bien que d'autres KPI, d'autres mesures sont un peu différentes. Alors au moins, mais ça me permet de sonder un petit peu, de voir, tu vois, de pas surestimer, de sous-estimer, de voir un petit peu. Je trouve que c'est une bonne façon aussi de se tester. Moi j'avais testé un peu ça aussi sur des systèmes de dons, des trucs comme ça, enfin voilà, au début c'était pour moi. Et en fait c'est pareil, ça m'a cassé les pieds. Parce qu'en fait avec certaines personnes, alors peut-être pas tous, c'est vrai qu'ils comprennent le concept, enfin un don c'est je te soutiens, etc. Mais d'autres imaginent qu'ils vont payer un abonnement et qu'ils ont un droit de regard sur tout ce que tu fais. Donc alors, si je poste un article de 2 jours, ils vont gueuler en demandant de l'aide concept. S'il écrit un article qui leur plaît pas, peu importe le sujet, pareil, ils vont gueuler dessus en disant je t'ai donné de l'argent pour arrêter de mourir ce temps-là. C'est tout de suite le drame, ça marche. Il y a toujours des psychopathes, hein, mais voilà, mais du coup, moi ça m'a refroidi sur le fait de demander quelque chose à la communauté. Enfin, alors toi, c'est pas pareil, tu vends des livres, voilà. Il manque quelque chose, exactement quelque chose. Mais sur tout ce qui est don, soutien et tout, moi j'ai laissé tomber, c'est pas. Oui, parce que tu veux dire, tu te sens redevable presque, et il y a la relation est changée finalement. Comme si t'étais leur employé en fait. Ou l'inverse, c'est eux qui t'employaient. Oui, c'est ça, toi t'es leur employé. Bah oui, mais tu mal compris. Et ce qui est marrant aussi dans le crowdfunding, c'est que tu te confrontes à des populations qui sont une population qui est très on va dire hétérogène. Donc notamment chez les développeurs, globalement je considère que chez les développeurs, on va dire c'est des gens qui vont avoir un certain pouvoir d'achat, parce qu'en général les développeurs sont correctement payés, ça va quoi, et voire même très bien payés dans certains pays du monde. Et ce qui était en anecdote là-dessus, c'est qu'on avait voulu tester jusqu'où les gens pouvaient mettre de l'argent. Tu vois, on ne parle pas non plus à contre mesure, mais donc le bouquin on vendait 20 €, 20 quelques et tout, et il y avait un palier à 500 €. À 500 € où tu recevais un bouquin où tu avais ton portrait à toi et tout, enfin tout un truc. Et moi deux fois. Voilà. Et donc on avait mis 10 en limitant, et donc déjà on s'est rendu compte que les 10 sont partis assez vite, tu vois. Hein. Et même sur les 10, il y en a 2-3 qui ne se sont jamais manifestés, tu vois. Et je me dis, il y a vraiment effectivement Ils n'ont jamais envoyé leur photo pour ouais, ils n'ont jamais répondu aux emails et tout, ils ont fait. C'est vrai je me fais un petit peu réaliser qu'il y a des gens, c'est comme dans les jeux vidéo, genre mobile, où tu as des gens qui dépensent, des gens qui ont beaucoup d'argent manifestement, qui dépensent 5 000 € par mois dans Clash of Clans ou Fortnite, et c'est vrai que les baleines, et c'est vrai que c'est un peu improbable. Et ben nous, à ce moment-là, c'est marrant de se rendre compte qu'il y en avait certains chez nous aussi qui ont dit ah ouais, tiens, ok, je vais leur filer 500 balles, et puis j'ai oublié quoi. Donc, merci. Non mais d'ailleurs, donc moi j'étais un peu forcé par le destin à lancer un Tipeee pour ton chat, donc n'hésitez pas à aller voir, tipeee.com dans ton chat. C'était ça au Pôle emploi. On a besoin d'eux. Et c'est vrai qu'il y a ce phénomène-là, il y a certaines personnes qui vont faire un don assez conséquent et qui vont même mettre une fausse adresse pour ne pas recevoir le petit cadeau. Ils vont, je leur dire, en fait, moi, le level 42, c'est ceux qui mettent plus de 42 €, voilà, et ils ont le droit de poser des questions, machin, enfin bref. Et ils vont dire non, je pose pas de questions, ça fait plaisir et c'est tout. Et c'est vrai qu'il y en a qui demandent rien de plus que donner, tout simplement. Et c'est vraiment quand tu te sens quand même extrêmement reconnaissant. C'est vrai que
t'as même pas les mots pour dire à un mec qui te donne 500 €. Certes, elles sont un peu d'argent, tant mieux pour lui, mais quand même, t'es extrêmement reconnaissant. Parce que toi, tu ne fais que écrire, moi j'écris que des scripts à un moment donné, et voilà, bon, après, c'est qu'une évidemment toute partie, mais là, globalement, les gens qui participent, qui donnent 25 € pour un bouquin qui n'est pas encore sorti, c'est quand même déjà aussi un effort important et ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça nous permet de nous motiver aussi quand même à poursuivre. Et c'est vrai que c'est marrant, c'est qu'en fait, la communauté, au final, à un moment, se transforme en source de revenus, entre guillemets, c'est elle qui permet de faire vivre, peu importe le moyen, mais qui soutient, on va dire, le créateur, le site, et qui du coup permet, je sais pas, de démissionner d'un boulot et puis de faire à fond le truc qu'on aime, quoi. Donc il y a aussi cette importance, en fait, cette communauté de pouvoir changer en fait la vie du créatif, du webmaster, je sais pas, peu importe, du youtubeur. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il faut bien la choyer et s'en occuper. Après, ce qui est intéressant, c'est que bon, là, ça fait un peu plus bien qu'on parle de nous parce qu'on est complètement égocentrique. Totalement. Ils veulent pas poser de questions aussi. Je pense par exemple pour Kickback. Vous, Kickback, c'est quoi? Kickback, c'est des mecs qui font de la musique assez sympa. Mais du coup, J'irai voir. quand je vois les clips qui ont été filmés en ta cave ou pratiquer d'autres choses, on s'en parlera aussi. Et du coup, quand tu vois la matérialisation justement sur scène, donc vous êtes en train de jouer et tu vois la foule en fait, tu vois tous ces gens, tous ces fans qui étaient complètement virtuels en fait. Ça te fait quoi toi de les voir hier, je sais pas, on était peut-être 200, 300, comme ça. Bah, ça fait super plaisir quoi, tout simplement. Après franchement c'est des trucs assez indescriptibles et si vous vous demandez pourquoi les gens font des concerts, bah, c'est pour ce genre de truc qui est absolument... tu ne peux pas expliquer en fait. Et là quand on se retrouve... après les geekeries c'est particulier parce qu'on revient, donc les gens commencent un peu à nous connaître. On a nos vidéos donc ils peuvent réécouter nos morceaux et puis du coup voilà, on commence à chanter un morceau et tout le monde chante avec nous et voilà. Ça je peux pas te répondre en fait. Il y a pas de... C'est un sentiment que tu fais que à ce moment-là quoi. C'est un truc que tu peux justement remporter que parce que tu as du monde derrière toi et c'est aussi un moteur pour continuer comme pour Magic Strip du coup les gens qui commandent, qui partagent toi ça te fait pas de voir souvent les mecs passer sur ton stand, demander des nouvelles bouquins et tout Alors, en fait, ce qui est intéressant quand tu peux interagir avec la communauté, tes lecteurs, voilà, c'est que d'une part, comme je disais tout à l'heure, un petit peu, ça te motive clairement et ça te fait dire que y a des humains qui lisent, des vrais humains, c'est pas un chiffre, des followers online, tu dis bon tu balances et puis il y aura des likes, il y aura des trucs. Ça fait vraiment, il y a des gens qui se disent voilà, je lis et ils se rendent compte que moi j'écris et que vraiment c'est un échange entre humains. Donc effectivement ce digital des fois qui déshumanise à certains égards, c'est bien de justement le réhumaniser à ce moment-là. Et en même temps cette communauté qui prend ses aises, qui prend les choses. Et j'ai un truc que je dis souvent, moi, c'est que c'était la question du copyright, de comment on gère le fait que les gens vont mettre des strips en ligne, des créations uniques, et que les gens vont pouvoir potentiellement prendre et faire ce qu'ils veulent avec. Donc bon, un peu comme vous tous, je pense que je viens d'une époque où on a un petit peu foulé au pied la question du copyright allègrement à certains égards. On a compris qu'on pouvait rien faire. Jamais. Donc, je me suis jamais dit que quand on mettait en ligne des créations, les gens on allait mettre des garde-fous, on voulait pas que les gens les utilisent et tout. Et au contraire, je me suis dit, moi je sais très bien que quand je mets quelque chose en ligne, quelque part ça m'appartient déjà plus, on va dire, physiquement, parce que voilà, par essence même, aujourd'hui, avec de la blockchain, on pourrait imaginer des échanges réels de strips, voilà, c'est pas le cas ici. On peut copier la strip en façon. Bref. Et donc, quand je me suis dit ça, je les mets en ligne et les gens font bien ce qu'ils veulent avec. Et ça, cet aspect-là, pour moi, il est important aussi de se dire que la communauté va s'approprier le truc et va en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Jusqu'à une certaine limite quand même, qui est par exemple, je ne tolérerais pas quand même que les gens revendent un bouquin comme Strip qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient trouvé en ligne. Parce que je trouverais ça. Voilà, ça par exemple, je trouverais ça pas faire. Il y en a par exemple qui ont vendu des applications mobiles comme Strip. Je
je trouvais ça pas à faire. Ça, c'est clairement facile à éviter d'un point de vue. Mais moi, j'aurais pas fait ça. J'ai jamais revendu de CD dans la cour de Microsoft Office, tu vois. Mais moi j'ai eu le cas, hein. J'ai les éditions Soleil, ils ont fait 2 exemplaires d'un truc qui s'appelait Accro à MSN, avec arrobas dans accro, donc on regarde le niveau. Auteur LOL, dessinateur MDR, donc ils ont rien assumé. Et ils ont pompé plein de côtes dans ton chat, et ils les ont mis en BD, ils ont vendu ça. Ah d'accord. Donc ça se fait. Ouais. Bah, l'autre anecdote que j'ai là-dessus, c'est un beau jour, du coup, il y a un gars qui nous écrit, un russe qui nous écrit, il nous dit bah tiens, c'est cool ce que vous faites et tout, je vous suis sur VKontakte. Ah ouais, VKontakte. Et donc VKontakte, c'est le Facebook russe. Donc là, je vais voir sur VKontakte, et donc je me rends compte qu'effectivement, on a un compte, et on traduit toutes les scripts, tu vois, en russe. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'il y a un mec en Russie qui, depuis un bon moment, s'évertue à prendre tous nos scripts, Photoshop à effacer, à remettre le texte en russe. Bon, on ne sait pas ce qu'il traduit, peut-être qu'il met Peut-être que c'est autre chose. peut-être qu'il met autre chose. Et qu'il a quand même X milliers de followers, peut-être 5000 followers, tu vois, et qu'il vit sa vie tranquillement. Et ça, tu trouves ça cool, quoi? Bah, clairement, moi oui. Il y a je trouve ça, et je trouve ça légitime, normal, et parce que déjà, je ne traduis pas en russe. Il y a des gens qui le font un peu en chinois aussi, ou en taïwanais ou autre. Pour en faire prévenir Ça, peut-être. je trouve ça normal. Et en fait, il m'a envoyé un mail, c'est-à-dire un peu quelques temps plus tard, quand j'ai reply, j'ai eu un DNS failure, donc je me suis dit vraiment, les Russes, ils n'existent pas vraiment, mais là, en l'occurrence, il continue sa vie. Et... Non, ça, je trouve ça tout à fait normal et légitime que ça se passe. Et je comprends pas les gens qui ne comprennent pas ça et qui font du web. Tu vois, enfin, pour moi, c'est partie justement de la communauté du web, enfin, la façon dont tu fais du web aujourd'hui. C'est normal que ça se passe comme ça. Mais ouais, ça dépend si c'est de l'argent pareil. Voilà, S'il y a ça. ça c'est un peu la limite. Et encore, ce serait presque, je serais totalement ouvert à discuter parce que le mec il traduit en plus, et il est normal qu'il touche une partie. Mais c'est vrai que la totalité, là, il y a clairement une contrefaçon. Bon, à un moment donné, c'est pas bien. Mais il y a un moment donné où il y a une tolérance que je peux admettre. Et là, typiquement sur un marché où que je n'ai pas souhaité adresser, à la rigueur, c'est pas si déconnant, tu vois, que ça, voilà. Mais voilà un petit peu, donc ce côté IRL là n'existe pas vraiment, c'est vraiment très digital justement, et les gens qui prennent les streams en disant ouais, c'est un peu le bien commun et tout, et ça fait un petit peu justement, ça déshumanise et ça rend le truc moins vrai, alors qu'en réalité, c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui en vivent, en l'occurrence nous, Étienne le dessinateur, c'est full time comme strip, il en vit. Et donc c'est vrai que si ça faisait plus, s'il y a du revenu qui baisse, potentiellement ça meurt à un moment donné. Donc, Par considération, ça serait quand même bien qu'ils mettent le lien source au moins, quoi. Enfin, qu'ils c'est parlent ça, oui, bah en fait, peut-être qu'il l'a mis, mais comme ça en russe, je sais pas. Mais oui, je pense pas qu'il dit que c'est lui ou qu'il met son propre prénom, par exemple. Ça, c'est la appropriation. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens, notamment sur Facebook, qui cherchent des trucs sur YouTube, des streams sur des auteurs, et qui précisent jamais qui c'est, quoi. Ouais, bah là, effectivement, on se pose la question du plagiat, du water, on fait ça, récupérer les contenus. Et donc, c'est sûr que bah, nous, on est. Finalement, c'est vrai qu'un des points que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'accepter de poster son contenu sur un réseau social directement. Ça aussi, ça a comme sous-jacent une réflexion qui consiste à dire je ne vais pas créer simplement une communauté qui va me faire de la vie, on va dire des pages vues, que je vais monétiser. Je vais créer avant tout une marque qui va transcender tout le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Comic Strip, effectivement, potentiellement ça transcende Facebook ou Twitter, et si un jour Facebook ou Twitter arrête de nous publier, c'est pas si grave parce que Ils partageront ailleurs. Voilà, ils partageront ailleurs. Et ça c'est important pour nous, à une époque on était vraiment dans un schéma un peu classique au tout départ. Maintenant on se dit vraiment on crée des personnages, on crée un univers, et voilà, c'est ce qui nous permet de se dire que c'est pas grave si ça part un petit peu en vrille dans la communauté, s'il y a des gens s'il y a même des gens qui prennent les strips, qui réécrivent des textes. Et ça, c'est discutable aussi. D'autres textes, tu veux dire? Ouais, Beaucoup plus drôle en plus. ouais, c'est ça, ouais. Ils en font des blagues. Les gens où. Oui, parce qu'ils veulent, par exemple, promouvoir leurs produits, ou par exemple, ils le mettent dans une keynote, et ils veulent que ça s'adapte à leur truc. Donc, ça, C'est bon ça. c'est pas très grave en soi. Je considère que ça fait partie du jeu aussi, encore une fois. Mais en général, je demande quand même que ce soit noté clairement que c'est pas nous qui avons écrit. Enfin,
dans ce cas-là, c'est quand même discutable qu'il y ait notre signature sur du contenu qu'on n'ait pas écrit. Par exemple. Donc un dessin par Covid Street, mes textes. Ouais, c'est ça. Donc c'est là que la communauté peut s'emparer des choses, et ça je trouve ça bien. Mais surtout nous, c'est facile pour un dessin de le modifier, de le bricoler. Et c'est moins facile pour une vidéo YouTube. Voilà, c'est bien, tout sera possible. On voit déjà les deepfakes, je sais pas quoi, tout ça. Est-ce qu'il y a quelques questions par rapport aux différents trucs qu'on a abordés là? Encore une demi-heure. Vous êtes bien réveillés, ça va? Ça va? Cool. C'est la matinale, c'est sorti. Ils ont l'air de se faire On s'est réveillés doucement, mais voilà, on veut pas non plus mettre trop fort l'ambiance parce que sinon, on va être brusqué quoi. Non, ça va bien? Ouais. Ah, c'est un tout petit Ah, il y a ouais. une question, il y a une question. Ah, c'était un tout petit ouais. On peut organiser des nocturnes si vous voulez qu'on soit réveillé le matin. Ah, c'est pas nous. Alors monsieur, on l'a fait, non. il y a monsieur qui a une question. Vas-y. Alors, c'est plutôt une question pour Corben. Il y a 3 ans, je me souviens, tu avais dit une semaine avant les Geek Ferries sur un podcast de Patrick Béja. Oui, alors je suis invité à un festival geek, je sais pas trop où c'est en pleine Cambrousse, mais bon, invité, ça a l'air sympa. Et finalement, ça fait 2 fois que tu reviens, je crois. Et la semaine dernière, quand tu as annoncé que tu venais, tu avais l'air vachement enjoué de venir. Et je voulais savoir ce que tu as découvert et ce qui te plaît du coup au Geek Ferries. À la première année où l'organisation m'a invité, c'était inondé. C'était annulé. Pourtant j'avais pris mon maillot de bain, j'étais chaud. Et je suis venu quand même en fait, enfin vous savez pas, mais en fait j'ai traversé tous ces paysages inondés en bagnole parce que j'allais voir un copain au passage, donc j'avais pas envie de le voir. En bateau. Ouais, j'avais des rames dans la voiture, mais donc j'ai quand même vu en fait le désastre un peu partout ici, mais voilà. Et non, bah moi en fait j'étais content de participer à tout ça parce que c'est vrai que c'est sympa, l'ambiance est bonne, on rencontre des gens qui sont profondément gentils, ouverts, enfin ça change un peu d'autres choses qui peuvent être plus, on va dire, agressives. Ici il y a de la douceur, il y a voilà, du partage, ça reste très Bob cool en fait, un peu sur le truc, chacun vient avec son univers. Moi voilà, l'année dernière j'ai fait une petite vidéo où j'ai interviewé plein de monde, vous l'avez peut-être vu en ligne. Et j'ai discuté avec des mecs en fleurie, tout ça, des trucs que je connaissais pas forcément. Les cosplays, moi je trouve ça génial, ça fait des années que je vois des cosplays, je fais pas de cosplay mais je trouve ça super, je pense que les gens devraient se balader en cosplay dans la rue, aller bosser en cosplay. Pour moi ça serait normal, je pense que ma mère serait traumatisée, mais moi je pense que ça devrait être comme ça tout le temps, toujours. Non mais c'est vrai, même les fleuries, on peut en voir au supermarché, enfin je veux dire, à un moment quand c'est ton kiff, faut que tu puisses sortir comme ça tout le temps. Et voilà, mais après, voilà, il y avait tous ces gens-là avec qui j'ai discuté, donc j'ai trouvé ça très cool, très ouvert. Hier, pareil, j'ai pris le temps un peu de discuter avec des gens comme ça, un peu au hasard. Bon, maintenant, il y a des trucs un peu plus libristes, voilà, peut-être un peu tech, même si ici, tout le monde n'est pas tech, je l'ai bien compris en faisant ma conf l'année dernière. J'étais arrivé avec une conf un peu technique, pensant que c'était, voilà, comme les autres events où je vais, où il y a des décos, des développeurs, des mecs comme ça. Même s'ils sont en cosplay, voilà. Et en fait, pas du tout, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 personnes dans le truc, que c'était pas, que j'étais pas youtubeur comme tous les mecs là dans la tente derrière qui sont en train de boire du champagne. Personne s'est pleuré, tremblé en te voyant quoi. Ouais, non, mais c'est même pas ça le souci, c'est que j'ai vu qu'en fait là c'était un autre type de personne que je connaissais pas très bien, que je ne vois pas forcément dans le genre d'événement que je fais. Et c'est intéressant aussi, je me suis régalé. Donc j'étais très enjoué de revenir, très content de revenir pour voir des gens. En fait, j'aime bien voir des gens, j'aime beaucoup la maison, enfin pour ce moment, j'aime beaucoup la maison et quand je sors, c'est plus pour parler business qu'autre chose. Et là, c'est vrai que c'est agréable de voir des gens qui viennent avec leur univers, qui échangent, qui discutent. Là, j'ai fait des sessions là-bas avec la clinique sociale et c'est intéressant aussi, ça fait réfléchir. C'est bien, moi j'aime bien ce côté un peu à la cool en fait, je trouve ça bien. En plus ici les gens sont curieux et c'est ça qui est important en fait. Mais ce que j'ai apprécié quand je disais la douceur, c'est cette douceur, cette tolérance, cette acceptation, L'ouverture et la curiosité qu'on trouve pas dans pas mal de conventions.
C'est ça, ouais. Bah, je fais pas les conventions, moi je suis pas très convention, mais en tout cas dans les salons que je peux faire, il n'y a pas ça. Quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que ce qui est intéressant, pour le coup, je fais un peu plus de conférences les 2 dernières années, un peu plus tech, un peu comme toi peut-être, mais ce qui est intéressant dans cette communauté Geekferries, alors si on peut dire, encore une fois, ce qui est une communauté Geekferries, en tout cas des gens, des visiteurs qui viennent ici, peut-être ça s'arrête un petit peu à l'événement en tant que tel, c'est de se rendre compte qu'il y a une sorte de bienveillance que j'ai l'impression qui est relativement commune dans notre univers que je qualifierais un petit peu geek. C'est vrai qu'il y a des secteurs, comme je disais tout à l'heure, alors certes chez les geeks, a priori c'est là que sont les trolls, mais nous dans ma communauté j'ai pas trop de trolls, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je suis justement, il y a à certains égards je suis un peu consensuel, un peu trop, peut-être des fois j'aurais un peu plus troller moi-même sur Microsoft, sur Linux, sur Docker ou que sais-je, mais au final il y a une bienveillance, et c'est vrai que j'ai vraiment très rarement eu moi dans ma communauté, et j'en retrouve un peu cet esprit-là ici, de la malveillance. Voilà, il y a quelque chose vraiment des gens qui essaient de... J'ai peut-être eu l'impression que tu avais été un peu plus confronté à des gens qui... Oh les trois je pourrais faire des bouquins dessus. Et ça vaut pas la peine, ça vaut pas le coup. Non, les gens ici sont bienveillants, j'ai l'impression qu'ils sont mis en coton. En coton ? Ouais, en coton. Après, il y a Arcade DJ, je sais qu'il est un peu plus habitué des geekferries dans la scène. Donc je ne sais pas si toi, tu as ressenti par rapport aux exposants, ou je ne sais pas comment tu l'as vécu les années précédentes. Je l'ai surtout vécu, je sais pas si ça marche, je l'ai surtout vécu en tant que participant, c'est la première année en tant que bénévole, et c'est vrai que c'est un peu une sorte de rassemblement de tout ce qui se fait sur internet, aussi bien en tant qu'entertainment que libre, et donc tout le monde vient voir un peu ce qu'il recherche et se rend compte que c'est un grand monde, et que comme sur internet, il peut aller où il veut, faire ce qu'il veut et rencontrer ce qu'il veut. Et du coup, c'est vrai que les gens accueillent à bras ouverts les opinions et les gens différents. C'est assez intéressant de se dire que voilà, il y a encore de l'ouverture et des écoutes. Moi, je me permets de rebondir, j'avais une question, justement, vu que vous avez tous un peu plus d'expérience que moi, je redis que moi, ça fait 6 ans que j'ai fait Comic Strip, Thomas Comic Strip, le bébé ici, parce qu'en fait, même si je suis sur le web depuis longtemps aussi, mais vous, ça fait plus longtemps, et alors c'est vrai que tous, sur toi, pendant le chat, et toi, Corben, qui avait une communauté qui est depuis longtemps, en fait, c'est que comment on fait pour finalement se dire qu'on se renouvelle, parce qu'on continue à... Combien de temps ça peut durer? Parce que moi je vois des blogs comme XKCD qui doit avoir, pareil, il doit avoir 15 ans, 20 ans, et que potentiellement je continue. Et c'est vrai que moi quand j'avais commencé, je m'étais pas dit que je ferais un blog et ensuite avoir une communauté qui va durer, ça se trouve, ça va durer 30 ans cette histoire, tu vois. Et potentiellement, je me dis qu'il oui, il faut préparer un petit peu les étapes qui font du renouvellement. Alors ça, est-ce que toi, vous avez déjà prévu des choses pour renouveler, changer, et continuer à avoir la communauté? Est-ce qu'il faut la renouveler? Je réponds pour lui. Ouais, c'est compliqué parce que un jour, je vous ai interviewé au téléphone par une journaliste, je sais plus ce que c'était, Europe 1 ou Libération. Et elle me dit avec son petit ton méprisant, mais vous comptez faire ça toute votre vie? Voilà, sous-entendu, quand est-ce que tu vas trouver un vrai métier? Et là, ouais, ça m'a fait réfléchir. En fait, je me suis dit, peut-être qu'à 50 ans, 60 ans, j'en sais rien, j'aurais pas envie de faire ça, ça va me faire chier. Puis de toute façon, je serais plus légitime pour parler de tout ça, je serais hors du coup. Donc il y a ce côté-là un peu. Moi, je pense qu'un jour, ça va me péter dans le cerveau, je vais tout arrêter. Voilà, je vais tout stopper, ça sera terminé. Mais pour l'instant, ça se fait, je continue. Et la communauté, en fait, comme je dis, elle évolue avec moi en fait. C'est-à-dire que peut-être que quand j'aurai 50 balais, 60 balais, je vais juste m'intéresser au jardinage, au bricolage et aux couches pour adultes. Et du coup, je fais des comparatifs de couches pour adultes ou des comparatifs. Je suis sûr qu'il y aura un marché assez fort là-dessus. Voilà, et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je la teste aussi la communauté avec certains trucs. Alors souvent, c'est des petits trucs pour prendre un peu la température. Mais ça intéresse toujours des gens en fait, peu importe le sujet dont on parle. La semaine dernière,
il y a 2-3 semaines, j'ai fait une recette de pain, je sais pas si vous l'avez vu, mais ouais, ça fait longtemps que je voulais faire un pain chez moi, je sais pas si ça se compte, je sais pas savoir faire de pain. lancé la recette du pain. J'ai trouvé un truc, une recette super facile, parce que moi il fallait un truc de feignasse, et j'ai trouvé une recette de pain, donc je l'ai partagée. Voilà. Donc effectivement, il y a des gens comme moi qui sont ouverts, qui aiment découvrir de nouvelles choses et sortir un peu de leur sphère tech, dev, geek, etc. Qui ont testé, qui ont trouvé ça cool. Pareil quand je parle, je sais pas, de la permaculture, ce genre de choses, un peu autre. Il y en a plein que ça traumatise. C'est-à-dire que justement toute cette communauté qui ne veut pas me suivre dans mes délires autres, je peux parler des cases, enfin dans les cases dans lesquelles ils m'ont mis, voilà, m'envoie des messages en disant parle de paix, que là ça sert à rien, c'est nul, peu importe. Donc, mais je m'en fous en fait. C'est là qu'il ne faut pas te trahir. C'est là ouais, où il ne faut pas trahir. Pareil, tu disais là, les Américains, quand tu as écrasé les trois religieux avec les Daoui, moi j'ai la même chose. Quand ça m'est déjà arrivé au moment de la Nopim, des élections précédentes, de faire des articles peut-être un peu engagés, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. Après, c'est mon avis, puis mon avis peut changer aussi. D'un mot sur l'autre, c'est pas figé en main. Mais on me dit, ouais, parle que de ce que tu connais. Quoi. En gros, c'est faire ta gueule sur le sujet et pas que les outils Linux ou Windows ou Mac dont tu parles de temps en temps. Quoi. Donc voilà, mais moi je m'en fous en fait. J'aime bien être en PNS la communauté de temps en temps. Et donc j'ai pas peur justement de parler de sujets. Voilà. Après, des sujets que j'aborde pas forcément parce que soit c'est plus personnel, c'est voilà, c'est pas encore abouti pour moi, c'est pas encore assez mûr, c'est des trucs sur lesquels moi je travaille personnellement sur mes propres trucs. Après il y a des sujets qui sont peut-être plus tech mais que je trouve plus comment dire par exemple si on prend par exemple le sujet des tout ce qui est crypto-monnaie, j'aborde très peu le sujet parce que c'est très sanguin, c'est-à-dire c'est très sujet à controverse, il y a beaucoup de discussions, ça peut vite monter dans les tours. C'est la guerre dans les commentaires. Ouais, c'est ça, enfin c'est les gars en commentaire. Surtout pas acheter de Bitcoin, c'est peu importe comment tu le tournes, mais voilà, si tu veux, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a des gens qui sont dans des chapelles, qui ont des avis très tranchés sur tout un tas de sujets, et moi qui ne suis pas de leur milieu, j'aborde un sujet qui les touche, qui est important pour eux, et je vais me faire bâcher ou peu importe, parce que justement je vais toucher à leur précaré, et avec mes yeux de noob, de débutant, de tout ce que vous voulez, parce que je fais découvrir un peu à tout le monde tout ce que je touche, voilà. Ça passe pas forcément. C'est pas une forme d'autocensure, j'en parlerai aussi à un moment, mais c'est plutôt monter en compétence sur ces sujets, les comprendre mieux, attendre que ça soit plus ouvert, qu'il y ait une meilleure réception de ce que je vais dire. Et voilà. De ce que tu découvres, donc tu en parles un peu au début, mais après tu estimes peut-être qu'il faut être un peu plus calé sur le sujet pour en revenir dessus. C'est ça, mais pour revenir à ta question initiale, en gros, moi, j'évolue moi, et la communauté, elle me suit ou elle me suit pas, elle me dit j'en fous. Moi je fais des trucs et j'évolue, et comme je disais tout à l'heure, soit elle évolue avec moi, ou alors elle a déjà même évolué avant moi sur tout un tas de sujets, mais comme ils en parlent pas en fait, entre eux ils se font pas dessus, d'un coup ils découvrent que je vais parler de ça, les mecs ça fait déjà 2 ans qu'ils font la même chose. Ils vont être fans, ils vont être contents, ils vont dire ah enfin, en gros Corben parle de ça, je me sentais tout seul dans mon coin et en fait non. Voilà, ce genre de choses là. De mon côté après, la question est super intéressante. Ça fait combien de temps, dis-le? Ça fait 13 ans. 13 ans là, on a eu 13 ans en mars, mais on est en juin déjà. Je parie que t'as fait une fête, je pense. Hein? Je parie que t'as fait une fête. Bien sûr, on a fait une fête. On s'est retrouvés sur Paris, dans un bar, on a fait un concours de moustache et tout ça. C'est vrai en plus. Et pour la partie renouvellement, etc., bon, dans ton chat, le concept est quand même assez restreint finalement. Il y a 2 choses, c'est que d'un côté, tu as envie que ce soit suffisamment nouveau régulièrement pour qu'on se fasse le moins possible, évidemment. Mais d'un autre côté, les gens ils savent à quoi s'attendre et ils ont envie de retrouver ce qu'ils aiment bien. Donc c'est-à-dire, c'est des dialogues, c'est humoristique, machin, voilà. Donc je ne saurais pas trop te répondre en fait. Moi, ce que je fais, c'est tenir une ligne directrice, suivre. Finalement, c'est les gens qui proposent aussi les discussions. Donc le changement, le renouvellement, il vient aussi des discussions que les gens ont, les sujets qui sont abordés, etc.
il y avait une question, non c'était quelqu'un sur le stand hier qui me parlait qui avait remarqué qu'il y avait des évolutions sur le ton employé aussi par les gens sur internet au fur et à mesure du temps. Les gens se comportent parfois un peu mieux aussi et on a dit que ça se ressentait dans les quotes tout simplement, donc dans les publications et des choses comme ça quoi. Et puis aussi la manière de parler, les ASV, tout ça, on n'en voit plus aujourd'hui. Les gens utilisent moins un certain terme, il y a beaucoup moins de... Voilà, donc ça évolue finalement, mais c'est vraiment pas volontaire et forcé. Et de toute façon, moi je peux pas non plus forcer le truc, le concept est assez précis, j'ai pas une marge de manœuvre. Donc l'idée c'est de faire évoluer pour que ça suive pas les tendances, mais les usages finalement. Donc par exemple, la dernière version du site qui est sortie il y a quelques mois seulement, elle est parfaitement adaptée au mobile avant tout, puisque c'est maintenant on fonctionne surtout sur les mobiles, et c'est des choses comme ça, des améliorations pour la lecture et tout ça. Mais après, le concept en lui-même, je ne vais pas le changer du jour au lendemain ou forcer des choses. Parce que voilà, s'il y en a qui suivent dans mon chat, ils le suivent pour certaines raisons. Et pour le coup, vraiment, comme je disais tout à l'heure, la communauté est autour du truc et ça fait vraiment, c'est au cœur même des communications. Donc c'est pas à moi de dire, il faudrait que ça se passe comme ça. D'accord. Je la suis. Je la suis, mais après j'essaye de faire en sorte que ce soit le mieux possible pour tout le monde et que la communauté s'exprime à travers ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous des questions? Est-ce qu'on a bien traité le sujet? Communauté. Ça va, hein? Je suis à De la communauté au IRL, c'est ça le sujet. Voilà. Virtuel à l'IRL. Virtuel à l'IRL. Et au-delà. Moi, ce que j'aime bien avec la communauté, en fait, c'est les gens qui me font découvrir de nouveaux sujets, justement. Oui, des choses que je ne connaissais pas forcément, sur lesquelles ils vont m'introduire un nouvel univers. Et après, j'accroche pas, mais au moins, je vais découvrir de nouvelles choses. Je ne vais pas rester en boucle. Voilà, comme ça. Vous, dans votre communauté, chaque membre arrive, apporte de nouvelles choses finalement. Exactement, et c'est pour ça que on est un peu avec ou sans nous, la communauté avancera, parce que tant qu'il y aura des trucs à hacker, il y aura des gens pour en parler. Donc c'est pas limité à l'IGA ou à l'IGD, c'est limité donc dans quelques années on pourra hacker les couches connectées de Corben. Et moi, il y a quand même un point sur lequel je voudrais rebondir, c'est sur comment impliquer cette communauté, parce que vous connaissez bien la règle du 89 et 1, c'est-à-dire que 90, pardon, 9.1, c'est-à-dire que 90% des lecteurs potentiels viennent et ne font que consommer le contenu. 9% va potentiellement interagir et commenter, et seulement 1% va écrire aussi du contenu, va être créateur de contenu. Enfin, c'est un ordre de grandeur qu'on donne. Hein. Et en fait, moi je trouve que potentiellement ça évolue pas trop, parce qu'il y a peut-être de plus en plus de contenu sur le web, et finalement, d'ailleurs, par exemple dans la BD, moi je suis dans le blog BD, mais c'est un modèle différent de blog BD que de la BD, parce que la BD, aujourd'hui, le modèle que certains connaissent, c'est qu'un BDiste, il va s'associer, soit il est tout seul, soit ils sont deux, ils vont aller voir un éditeur qui va leur donner une avance, en espérant rentrer dans ses frais. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez un ordre de grandeur du nombre de BD qui sortent par an en France? Il y en a beaucoup. Je dirais, allez... Vous direz, personne ne connaît les chiffres? 2000. Non, ça montre entre 6 et 8000 BD par an en France. Donc il n'y a plus de marché pour la BD en France, c'est-à-dire que chaque BDiste, globalement, il est... Sortir du mot, c'est compliqué. Très compliqué. Donc là, d'un côté, c'est marrant cette anecdote-là, parce que, enfin, en tout cas ce chiffre-là, parce que ça montre qu'il y a quand même des gens qui créent. Mais à côté de ça, ce modèle-là de BD, il est en train de mourir, parce que c'est pour ça qu'il y a des gens comme Laurel, par exemple, comme nous, comme Strip, qui publions en fait la plupart de notre contenu en ligne, gratos, mais en fait, après, on auto-édite avec du crowdfunding. Et pourtant, là, cette communauté, effectivement, des fois, je me demande comment l'impliquer davantage. Parce qu'effectivement, je me rends compte qu'il n'y a pas tant de commentaires ou de participation que ça par rapport à. Il y a des fois des strips qui sont vus par 500 000 personnes et j'ai 20 commentaires. Et je sais pas comment, si tu vois un peu des ratios vraiment très déséquilibrés comme ça, où finalement tu as beaucoup de consommation et pas beaucoup de participation. Moi je rejoins à peu près tes chiffres. Et effectivement, entre les gens qui voient, les gens qui like, on va dire, ou qui aiment, ou qui partagent, et ensuite les gens qui commentent
etc., bah, tu as toujours un ratio, enfin, c'est 10% à chaque fois, etc. Et c'est assez représentatif aussi de ce que tu disais il y a quasiment 2 heures sur le noyau dur de la communauté qui elle est participative, qui va être très active. Et ensuite, ça sert aussi, enfin, tu vois, tu fais plusieurs cercles quand tu vois ta communauté. Et pour moi, ça se rejoint et je pense pas qu'on puisse vraiment forcer les gens à faire des commentaires ou à faire en sorte que ce soit plus commenté, à part faire des trucs, les fameux putaclics ou les trucs viraux où il faut commenter pour machin, tout ça. Et vraiment, dans des publications naturelles classiques, je pense que c'est des ratios, on va dire, qui sont tels qu'ils sont et il n'y a pas vraiment moyen ni raison de les changer plus que ça, quoi. Après, sur les commentaires qui sont postés, il y en a aussi les 3 quarts qui sont. Enfin, en général, les gens, quand ils prennent la peine de se faire un compte sur un site pour répondre, c'est surtout pour dire. Enfin, pour râler en fait, pour dire de la merde, et puis ça dérive toujours vers les nazis ou Israël Palestine. Par exemple, moi j'avais changé le système de commentaires du site. Au lieu d'avoir des commentaires classiques où les gens, justement, à la moindre publication, t'as forcément des trolls, des trucs et tout. Maintenant, les gens n'en voient qu'un seul commentaire. Bon, alors, ils peuvent plus répondre à tout, ils ont un seul commentaire. Et par contre, les commentaires sont affichés dans l'ordre des meilleurs au moins bons. Donc, en gros, l'idée, c'est de faire le commentaire le plus drôle. Et à partir de là, c'est plus une conversation, en fait. C'est plus une conversation. Donc, au total, il y a moins de commentaires parce qu'il y a plus des gens qui se répondent et tout. Par contre, il y a plus de. Si tu regardes combien de personnes ont participé, il y en a plus. Et surtout, c'est beaucoup plus marrant, tout le monde y gagne, quoi. Donc après, il y a des ajustements qui sont peut-être possibles. Mais ouais, c'est ce que je disais, parce qu'à un moment, en fait, justement, dans les commentaires, c'était très noir, très négatif, très. Alors, c'est pas une critique envers moi, hein, c'est des gens qui s'insultaient entre eux, qui se répondaient, enfin, ça donnait le bordel pas possible. Donc, justement, pour éviter que cette communauté. Parce qu'en fait, cette partie visible de la communauté commence à démoraliser tout le monde et après les gens désertent en fait le truc pour en tout cas ça nuit un peu le reste du boulot qu'on peut faire. Du coup j'ai changé de système de commentaires pour justement mettre des barrières pour que ces mecs là qui viennent juste cracher leur bile dans les messages c'est un peu plus compliqué pour eux, parce qu'il faut rentrer des captchas, il faut s'inscrire, il faut valider son mail, il faut monter un peu dans les grades pour pouvoir poster de plus en plus. Tu filtres. C'est-à-dire que les gens qui peuvent commenter maintenant sont les plus motivés, donc potentiellement la vraie communauté et pas juste des mecs qui vont passer et puis. Et c'est la première fois qu'ils voient ton site, ils te disent ça a changé, c'est mieux avant. Tu vois, alors qu'en fait ils sont jamais venus en fait, tu vois, mais c'est juste ils savent comment toucher. Tu vois. D'ailleurs, c'est assez en France et en Europe, c'est pas du tout la même chose par rapport en Asie. Je sais que moi je travaille aussi des fois avec la Chine, où le taux de participation est bien plus élevé. Voilà, il y a des pays où en fait, justement, cette participation, cette implication, elle peut être beaucoup plus importante. Et c'est vrai que, de toute façon, moi, mon marché c'est le monde entier. C'est vrai que vous, c'est surtout la France, a priori. Mais c'est vrai que moi, je fais en français pour la France principalement, et la Belgique, le Canada, et en anglais pour le reste du monde. Et ça m'oblige aussi à avoir une communauté qui est peut-être un peu plus, on va dire, consensuelle, comme je disais tout à l'heure un petit peu aussi. C'est que quand j'écris, je suis obligé de penser que ça peut être lu par un Indien, par un Français, par un Américain, et que potentiellement, faut pas tenir compte de ça. Et c'est un inconvénient, ça. Parce que en fait, des fois quand je vois les Disney, quand je vois des dessins animés Disney ou des films Marvel, je me dis ça se voit qu'ils ont été faits pour que les Indiens, les Américains, les Français puissent le regarder. Tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et ça, c'est un inconvénient. Donc des fois, j'essaie de faire quand même des strips qui sont vraiment pas des blagues franco-françaises, parce que ça reste pas possible, mais on va dire plus impactant. Mais des fois, effectivement, ça reste aussi un peu consensuel parce que tu veux être. C'est l'inconvénient d'une communauté qui va être finalement globale. Donc t'as pas de private joke, t'as pas vraiment de. Ouais, moi j'ai ici aussi un peu comme ça, parce que c'est vrai qu'au début tu es lu par 10 personnes, enfin 100 personnes, et tu peux te permettre de l'humour noir, des gros mots, des trucs comme ça un peu, parce que c'est ton univers, c'est ton humour. Et évidemment il y a plein de gens qui sont très premier degré qui vont arriver au bout d'un moment. Les gens qui n'ont pas l'historique ou le contexte. C'est ça, voilà. Voilà, donc ça peut vite monter en épingle, et donc pour la
tranquillité d'esprit, effectivement penser aussi à tous ces gens-là. Et il y a un côté, c'est le discours, mais ça n'empêche pas de faire des blagues, mais peut-être des blagues qui soient un peu digérables. Moi, de moins en moins. Ouais, parce que quand t'as l'humour un peu piquant et que tu fais des blagues un peu sur tout et n'importe quoi, ça peut... Après, sauf si c'est ton truc aussi. Faut pas blesser les gens non plus, tu vois. Par contre, là, on va arriver vers la fin du temps. Si vous avez des questions, profitez-en. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est qui après nous, là? Vous êtes... D'accord. C'est bien connu, ouais. C'est qui? Nick Stephen. Vous êtes chaud? Ça se voit qu'il y a quand même Il y a un monsieur là-bas qui a des questions. Alors là, tu peux crier très fort. Vas-y. Lève-toi et crie très fort. T'as pas un micro? Allez-y les gars, là, vous voulez manger? Moi, le consensus sur le fait que Il te le consensus. Mais est-ce que tu pourrais pas, par exemple, faire transparaître par exemple, la culture française, même si c'est les autres peuvent avoir un second degré. Ouais, je comprends. En fait, des berries, des baguettes. En fait, ce qui est intéressant comme question, c'est effectivement comment. Ce qui est différent quand même c'était déjà le cas il y a 20 ans, vous pouvez toucher le monde entier potentiellement, mais je trouve que vraiment la culture, de façon générale, même l'information, c'est de plus en plus globalisé aujourd'hui. Et que quand on décide de toucher le monde entier, ce qui est mon cas dans cette comic strip, où je fais des strips en anglais et en français, et des fois où vraiment, si je fais des blagues, je peux pas faire de jeu de mots vraiment, parce que le jeu de mots c'est pas vraiment traduisible, et à rien même si c'est traduisible, t'as du mal à le faire passer partout. Et alors à côté de ça, tu vas essayer de trouver quand même des traits d'humour, ou en tout cas des situations qui vont être comprises par à peu près des développeurs, moi en l'occurrence, du monde entier. Et c'est vrai que des fois, le côté français va quand même, je vais réussir à le refaire surgir, avec des petites anecdotes, des petits traits, ou par exemple omelette du fromage, des choses comme ça que je case de façon rigolote, mais à part ça, ça s'arrête là, et c'est vrai que éviter ce consensus, cette homogénéisation du monde, de la culture, alors que tu veux t'adresser au monde entier, j'ai pas vraiment encore d'idée précise là-dessus, parce que je me dis vraiment, je vois bien que des gros blockbusters, typiquement dans le cinéma, ils ont ce problème-là, et parce qu'ils vont toucher une grande audience. Et c'est pareil pour les jeux vidéo, par exemple, ils vont forcément un petit peu se consensualiser, si je peux dire. Et c'est un sujet que j'essaie d'éviter, mais ouais, j'ai pas de solution évidente. Et c'est vrai que des fois, quand je fais un truc une petite blague qui me fait plaisir à moi ou à une partie de mes lecteurs, et ben en fait, elle marche moins bien que les autres, donc c'est pas grave. Il faut accepter d'être moins lu. Mais c'est ça, quand on veut toucher le monde entier, être lu, être diffusé, et avoir une strip qui va être viralisée des millions de fois, finalement, il faut faire quelque chose d'un peu plus consensuel, hélas. Ou pas. Ou pas, hélas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah oui, c'est sûr. D'accord, il s'est marré. Il t'a bien vu. D'accord. Vas-y. Chacun son tour. Bonjour, déjà merci pour toutes les interventions, c'était vraiment sympa. Cool. J'ai juste un truc, à un moment, vous parliez du fait que voilà, c'était lu 500 000 fois certaines choses et qu'il y avait que 20 commentaires. En fait, dans l'ordinateur, et même le fait d'être derrière notre écran, on a quelque chose de vachement déshumanisant, c'est-à-dire qu'on voit la chose, c'est bon. Pardon, on voit pas forcément le créateur. Et en fait, quand c'est pas moi. Quand on voit qu'il y a des choses qui marchent super bien, comme par exemple tout ce qui est les BD collaboratives, où finalement en fait, la communauté a un rôle dans la BD, et que ces BD en général sur Ulule, elles font 1000% de leur budget ou des choses comme ça, en fait finalement les gens, quand on les investit dans quelque chose, c'est là où ils reprennent contact avec le créateur, avec la création en elle-même, et qu'ils se disent là ça a un sens et que mon avis sera écouté. Donc finalement, est-ce que c'est pas un peu ça le problème, c'est que les gens s'investissent moins. Ok. Bon, vous avez compris. C'est ça que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'impliquer la communauté, de la mettre à l'épreuve, entre guillemets. Et peut-être que justement ils s'impliquent plus et... En fait, il y a aussi
pour répondre sur le crowdfunding aussi, ce qui est un petit peu un piège aussi, c'est quand on voit les chiffres de 500%, 1000%. Bon, déjà, vous savez tous qu'on met volontairement un objectif assez bas pour justement faire un gros multiple. Pour espérer l'atteindre. Voilà, parce que pour espérer l'atteindre. De réfléchir. Ouais, c'est vrai. Je mettrais, mais, enfin, disons que ceux qui savent combien enfin voilà, par exemple, moi je sais que la prochaine fois j'en vendrai probablement au moins 5000 bouquins. Je vais probablement mettre un premier objectif plus bas que ça, parce que quand même, sinon, si t'arrives à 105% à la fin de la crowdfunding, c'est pas très sexy non plus, tu vois. Et puis si t'es arrivé à 95%, c'est vraiment dommage. Ouais, si tu mets plus bas, bon, là, tu vas réussir peut-être à faire avec moins. Mais ouais, comme on disait justement tout à l'heure, et que c'est bien de le redire, cet aspect du crowdfunding, je trouve que c'est un bon moyen de tester la communauté et de voir justement si au-delà du commentaire, il y a beaucoup de lecteurs silencieux en fait. On le voit souvent et qui disent bah tiens, on voit dans les commentaires de Kickstarter ou de Ulule, et bah tiens, je dis jamais rien sur le site, mais là je participe. Et c'est vrai que c'est cool ça. Donc ça nous permet de vivre. Mais tu as raison, ça permet aussi d'impliquer plus les gens. Après, ça va pas forcément les faire commenter, mais oui, ça va s'impliquer davantage. Tu avais ta question? Oui, on a une dernière question peut-être. Oui, en fait, je rejoins tout d'abord la personne qui a dit que vos interventions étaient top. Pareil, je suis d'accord. Moi, je reviens un petit peu au fondement. Je vous en ai peut-être parlé un petit peu plus tôt avant que j'arrive, mais je voulais savoir, quand vous avez commencé en fait chacun de vos projets, les premiers temps, j'imagine que c'est pas venu tout de suite en fait, cette notoriété, le fait que vous ayez des followers, tout ça. Et comment en fait vous êtes fait connaître? Parce qu'à la base c'était justement parce que vous aviez un cercle d'amis qui partageaient les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, ou bien est-ce que vous avez dû faire quelque chose ou dans ce sens où vous vouliez être connu un peu pour ce que vous faisiez, ou c'était vraiment pour vous à la base que vous l'avez commencé, ou pour partager ce que vous vouliez partager avec d'autres gens tout simplement est-ce que y avait cette espèce d'envie de retour en fait, un peu où c'était vraiment que du partage pour partager Pour ma part, vraiment, on était entre potes et on avait nos conneries, on les gardait de temps en temps dans des fichiers texte. Et à un moment, on s'est dit, c'est extra bien de les regrouper. Donc j'ai commencé à bidouiller un site. Et puis après, on s'est dit, c'est très bien de l'ouvrir aussi à d'autres gens, parce qu'on se marre bien avec ce site. Et de trouver un nom de domaine, etc. Donc vraiment, l'idée, c'est entre potes, garder le truc. Après, l'ouvrir à d'autres parce que c'est encore plus marrant. Voilà, tout simplement, et au fur et à mesure, il y a des gens qui ont partagé à leurs potes à eux, puis à d'autres potes, et puis sur les forums, et c'est grossi comme ça. Et le principe de base, c'est simplement du partage en communauté. Oui, donc voilà, je pense que ça répond à ta question. Ouais. Bon, moi je l'ai dit un petit peu en tout début, effectivement, je dis que à la base, effectivement, on postait dans le désert avec 10 lecteurs, et déjà on a quand même fait tourner à des gens. Notamment là c'était PC Impact à l'époque qui nous a relayé, qui nous a permis de passer de 10 lecteurs quotidiens à 300 en gros. Et après, mine de rien, aujourd'hui et de plus en plus aussi Reddit ou Nangag, maintenant on est régulièrement en première page et potentiellement là il y a des gens qui découvrent et qui viennent s'abonner. Donc ça après c'est la directive naturelle et ce que je dis souvent c'est que Comic Strip c'est une croissance lente mais continue. C'est-à-dire qu'effectivement, on poursuit, on arrive à 100 000 followers. C'est petit à l'échelle du web, mais c'est gros dans la niche que c'est, donc les développeurs web. Et il n'y a pas eu de grande explosion. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'à la base, je te dis, il y a des strips, à un moment donné, elles vont cartonner de ouf, elles vont avoir des millions de likes. Parce que potentiellement, elles vont super viraliser. Ce n'est pas tant arrivé que ça. C'est arrivé une ou deux fois qu'il y en a vraiment une qui surperforme vraiment notablement. Il y en avait une notamment parce qu'elle n'avait pas de texte. Parce qu'elle était vraiment juste au dessin, se suffisait à lui-même, et comme il n'y avait pas de texte, la blague était complètement internationale, et donc elle avait beaucoup plus été vue. Mais au-delà de ça, après, on ne fait pas non plus un gros effort pour se faire connaître. Une fois que la première base de viralité est là, par essence, nous, c'était viral, quoi. Voilà. Bon, c'est malheureusement terminé. Allez, on se tire. On aura pas faire le temps complet. On sait que les suivants sont très attendus, donc on va pas tirer sur la corde. On va juste rappeler qui on est et où vous pouvez nous trouver. Voilà. Corben.info. Voilà. Comicstrip.com, le blog du développeur BD. C'est ça. Moi, je suis sur danstonchat.com et j'ai aussi le groupe Kickback. On joue à 13h sur la scène musique là-bas si ça vous intéresse. Et vous? Nous, on sera à la Cité des Sciences les 31 et 1er juillet prochain.